Alors, bienvenue. Début du quatrième édition du Festival de la décroissance. Je me présente Félix, c'est moi qui vais animer pour cette soirée et je vais vous présenter éventuellement nos invités. Alors, je vais vous parler un peu plus du festival parce que c'est notre première soirée. On va être là toute la semaine. Donc, quatrième édition du Festival de la décroissance de Québec sur le thème cette année de réduire la cadence pour trouver du sens. Ouais! Festival de la décroissance, ça se veut un espace de rencontre avec le grand public pour populariser la grande idée de la décroissance et toutes les thématiques qui entourent ce projet de transformation. Un événement 100% communautaire, d'éducation populaire, organisé par des citoyens, des citoyennes et des organismes engagés dans le milieu. Cette année, une programmation diversifiée pour permettre au plus grand nombre possible de trouver son compte dans les différents sujets et s'initier au concept de la décroissance. On espère assurer autant les convaincus, les très connaissants, ainsi que les curieuses et curieux, en explorant une variété de thèmes et en donnant la parole à des gens inspirants. On espère aussi contribuer à la création de liens entre les citoyens, les citoyennes et les groupes qui aspirent à des nouvelles formes de vie qui seront plus viables écologiquement, mais aussi socialement. On voit grand cette année pour la quatrième édition. On a monté toute une programmation spéciale qui va se dérouler de lundi à samedi prochain. À la fin de l'activité, je vous présenterai un peu les événements à venir. Je vous présenterai très bientôt aussi le comité organisateur. Et je vous nomme également que le festival est accessible, comme vous avez vu. C'est un accès gratuit à toutes les activités. Le festival fonctionne sans subvention ni grand commanditaire, mais on a tout de même des coûts. Donc, tout fonctionne par des contributions volontaires, si vous le donnez ou non. Vous avez vu le pot en argent à l'entrée. Il y a également un code QR pour faire des dons selon vos moyens. C'est pas obligé du tout. Alors, c'est comment fonctionne le Festival de la décroissance. Je vais nommer les gens qui étaient sur le comité organisateur, les organismes. On a d'abord Laurent Mettet, qui était à la console ce soir. Donc, le partenaire, c'est le Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, où on est aujourd'hui, qui a pour mission de soutenir les jeunes de 16 à 35 ans dans leur projet de vie à travers différents plateaux. L'espace où vous êtes présentement est ouvert à tous pour des conférences, des micros ouverts, des concerts, des ateliers de discussion, le tout construit par et pour la communauté. Je nomme également Engrenage Saint-Roch avec Alexandre Allard, qui est pas là ce soir, je crois. Vous allez le croiser dans d'autres soirées cette semaine. L'Engrenage Saint-Roch, ça rassemble des personnes et des groupes communautaires pour réfléchir, échanger et agir afin d'améliorer la qualité de vie dans le quartier Saint-Roch pour celles et ceux qui l'habitent, le fréquentent ou y travaillent. Merci également à Karen Bus qui était à l'accueil. Vous l'avez croisée. Merci, Karen. Oui, tout à l'arrière. Karen est chez les Amis de la Terre de Québec, qui est un mouvement citoyen favorisant la transition vers une société écologiste par le biais de l'éducation populaire autonome et de la défense collective des droits. On avait également Nadia Lemieux de la collectivité Zen Zéro Émission Net de Québec, qui a déménagé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui nous a quittés, mais qui a été donné beaucoup de temps au comité dans tous les premiers mois. La collectivité Zen, c'est un projet visant à rassembler les forces vives de tous les milieux dans la ville de Québec autour d'une démarche systémique de transition vers la carboneutralité, le respect des capacités des écosystèmes et une plus grande justice sociale. Merci également à Sophie Tremblay-Bouchard, qui va être là d'autres soirs cette semaine, qui est au collectif pour un transport abordable et accessible à Québec. Le TRAC, qui est un regroupement d'organismes et d'associations citoyennes dont la préoccupation commune est l'accès au transport en commun des personnes à faible revenu de Québec. Merci également à Sylvie Millette, que vous avez rencontrée à l'accueil. Je vous salue. Sylvie est chez Vélocentrix, qui est un OBNL situé à Limoilou, dédié à soutenir la culture du vélo urbain et utilitaire, tout en facilitant l'accès au vélo pour tout le monde dans la ville de Québec. J'ai également été sur le comité organisateur. Je travaille au pôle d'économie sociale, particulièrement pour notre série de conférences, la série Changement de cap, qui se consacre à explorer des théories, des projets, des idées susceptibles de transformer en profondeur notre société. Il y a différentes conférences et panels en ligne. L'atelier La Patente, merci également, qui s'est donné comme mission d'offrir un lieu de rencontre, d'apprentissage et de travail afin que les gens de tous les horizons puissent partager leurs connaissances,
leur inspiration et leur créativité. Nous serons à la patente de samedi pour la dernière journée du festival. Alors, on les remercie, on les applaudit. Alors, la programmation de ce soir, je vous explique, ça va se passer en 3 parties. Premièrement, nous allons avoir une conférence d'Yves-Marie Abraham, professeur en HEC, spécialiste de la décroissance, pour une courte conférence de 20 minutes qui va nous placer le thème de la décroissance. Ensuite, vont se joindre Myriam Michaud et Bertrand Fousse. Myriam est professeure à la TELUC et Bertrand Fousse est chez l'organisme Multitude et également chez Transition en commun. Ils pourront se présenter plus en détail tout à l'heure. Donc, pour un panel à 3 sur le thème décroissance, démocratie et économie sociale. Et nous terminerons par une période de questions. Yves-Marie, la parole est à toi. Yves-Marie Abraham est professeur au HEC à Montréal et spécialiste de la décroissance. On est vraiment content de l'avoir au festival pour la première fois. Alors, conférence de 20 minutes pour nous placer ce qu'est la décroissance. Merci de votre participation. C'était vraiment... Merci Félix. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis pas mal fier d'être invité pour la première fois au festival. Pas mal impressionné aussi puisque vous avez un coup d'avance ici à Québec sur nous à Montréal parce que nous on a réussi 3 éditions du festival. Vous êtes à la 4e, donc vous êtes en avance sur nous. Et bon. Mais Laurent m'a invité, je ne sais plus, quand tu m'as invité au moins 2 fois, je pense que c'est ça. À chaque fois, c'était assez impressionnant et je suis toujours ressorti d'ici crinqué à fond et pas mal confiant pour la suite du monde. Donc vraiment très très content de revenir. Un peu impressionné de vous voir aussi nombreux quand même aussi. Et puis de voir que vous avez déjà plein d'idées que je vais partager. Je ne sais pas si je vais apporter grand-chose. Donc je vais répondre, moi, à la question de Félix. C'est quoi pour moi la décroissance ? Mais avant de le faire, je voudrais rendre hommage en fait à une personne sans qui je ne serais tout simplement pas là ce soir. Et cette personne, c'est monsieur Serge Mongeau, qui vient de choisir de mourir. Il a demandé l'aide médicale à mourir il y a quelques jours, à près de 90 ans. Alors pour ceux et celles les plus jeunes, j'imagine qu'ils ne le connaissent pas du tout, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a été de tous les combats progressistes au Québec depuis les années 50 au moins, je pense. Il est né en 1937. Il a fondé notamment les éditions Éco-Société, quand même un sacré morceau indispensable, il me semble, au Québec et dans la francophonie. C'est évidemment le pape de la simplicité volontaire, donc là aussi un discours crucial. Et puis c'est lui qui a quand même lancé en 2007 à Montréal le mouvement québécois pour une décroissance conviviale. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'être dans cette réunion fondatrice et de ce mouvement dès ses débuts, et donc d'être en fait initié à la décroissance par Serge Mongeau. Donc c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir cette idée. Donc je lui en suis très très reconnaissant, et puis j'espère lui rester fidèle. J'espère aussi évoluer comme lui. En fait, on dit souvent que plus on devient vieux, plus on devient con, quoi. Ben, lui, il fait la démonstration que non, c'est pas une nécessité, quoi. On peut vieillir sans devenir con. Je vais essayer de finir comme lui, d'évoluer comme lui. Et si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment de lire son autobiographie publiée par Éco-Société, qui est géniale parce que à la fois on découvre un personnage, mais c'est aussi toute l'histoire politique de gauche du Québec, qui est vraiment, vraiment géniale. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé ici de lire ce texte pour aussi comprendre le Québec. Alors voilà. Voilà pour Serge, et merci encore à lui. Et donc j'en viens à mon intervention. Donc j'ai encore 18 minutes. Au cours desquelles je vais répondre tout simplement, je vais tenter de répondre à trois questions. C'est quoi pour moi la décroissance ? Deuxième question, pourquoi la décroissance ? Pourquoi critiquer la croissance économique ? Et puis troisième question, comment envisager la transition vers des mondes post-croissance ? La première question, donc, c'est en fait la plus simple. Qu'est-ce que c'est que la décroissance ? On peut répondre en une phrase. En fait, la décroissance, on dit souvent, c'est compliqué. En fait, l'idée de décroissance est extrêmement simple. On peut la définir comme ceci. C'est un appel à stopper volontairement et collectivement la course à la croissance économique, dans laquelle nous sommes tous et toutes embarqués, pour bâtir des sociétés plus soutenables, plus justes et plus démocratiques. Donc voilà, c'est ça, pour moi, fondamentalement, la décroissance. Un appel à arrêter cette course à la croissance, collectivement, volontairement,
pour bâtir des sociétés plus soutenables, plus justes et plus démocratiques. Donc les mots importants là-dedans, ce qui est ciblé, c'est la croissance économique. Autre mot important, le fait que ça soit volontaire, que ça soit assumé, pour bien souligner le fait qu'on n'est pas en train de parler de récession ou de dépression économique, il y a une situation où on subit un ralentissement de la croissance, et ça fait très mal. Autre mot important, le mot collectivement, pour dire que les solutions aux problèmes qu'on a aujourd'hui ne vont pas se trouver sur le terrain individuel, ça sera collectif, où on ne s'en sortira pas. C'est aussi une façon de souligner que cette décroissance, c'est pas, on vient pas s'avancer sur le terrain de la morale, on ne vient pas faire la morale aux gens. Et parfois, dans certains discours décroissancistes, c'est un peu moraliste. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on pense que il faut transformer la société pour régler nos problèmes. Autrement dit, on pense que la décroissance, c'est d'abord un projet politique, et plutôt qu'un projet moral. Puis la dernière partie de la phrase que je viens de lire et de relire, ça souligne le fait que, évidemment, la décroissance, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moment de rupture, de basculement, de transition, appelez ça comme vous voulez, entre deux mondes, entre les sociétés de croissance dans lesquelles nous sommes et puis des sociétés post-croissance vers lesquelles il faudrait aller, et qu'il faudrait quand même définir minimalement avec ces trois valeurs que j'ai mis de l'avant, la soutenabilité, la justice et puis la démocratie. Voilà pour la réponse à la première question. Une autre façon d'y répondre, c'est de dire que la décroissance est une proposition politique, d'abord et avant tout antiproductiviste. C'est d'abord ça qu'on met de l'avant. C'est d'abord une critique du productivisme de nos sociétés. Et ce qui implique qu'en fait, ça remet en question aussi bien le capitalisme libéral, dans lequel nous vivons ici et que nous subissons, que le socialisme tel qu'il a été pratiqué au cours du XXe siècle, que ce soit en Union soviétique ou en Chine, qui étaient des modèles productivistes aussi, en fait, et qui posaient à peu près les mêmes problèmes que ceux qu'on observe dans le capitalisme libéral. C'est, à mon avis, une des originalités de cette idée. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle suscite de l'intérêt, c'est que précisément, elle vient traverser un vieux clivage entre capitalisme et socialisme, où finalement ça amène à constater que, à certains égards, c'est deux modèles qui étaient très, très semblables, en fait, et qu'il faudrait rejeter tous les deux. Donc voilà, donc ça c'est la réponse à la première question. Qu'est-ce que la décroissance? Donc, une réponse assez simple. Là où ça se complique, c'est pourquoi refuser cette course à la croissance? Et là, pour essayer de simplifier les choses, pour moi-même d'abord, pour comprendre, et puis pour mes étudiants, j'ai ramené finalement ces critiques à trois grandes critiques, trois grandes raisons de refuser la croissance économique. La première, c'est la plus évidente, c'est la raison écologique. On peut définir la croissance économique, ce que je n'ai pas encore fait, comme le fait de réussir à produire et à vendre toujours plus de marchandises sur un territoire. C'est ça la croissance économique, fondamentalement. Quand je parle de marchandises, j'entends à la fois des biens et des services qui ont une valeur monétaire. Alors c'est ça la croissance. Mais vouloir produire toujours plus de marchandises, en fait, implique de consommer toujours plus de matière, toujours plus d'énergie et de produire toujours plus de déchets. C'est ce qu'on constate. Voilà. Donc après 2 siècles de croissance économique, on réalise que c'est en train de détruire notre milieu de vie et de dégrader dramatiquement l'habitabilité de la planète pour les humains et aussi pour les autres espèces vivantes. Alors on nous promet toujours pour bientôt, pour demain, pour après-demain, une croissance verte ou une croissance propre. Jusqu'à ce jour, ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Ça, là-dessus, ça doit être le point de départ de la discussion. On n'a jamais été foutu de créer quelque chose comme une croissance verte. Donc ceux qui disent l'inverse sont menteurs. Et alors après, évidemment, ils ont la possibilité de nous annoncer ça pour demain. On ne peut pas empêcher cette espèce de foi dans l'avenir. Mais jusqu'à ce jour, c'est quelque chose qu'on n'a jamais constaté. Si on a de la croissance aujourd'hui, on a de la destruction. On dégrade nos milieux de vie. Peut-être alors évidemment, donc notre développement n'est pas durable. Enfin, donc la décroissance, elle naît d'abord d'un mouvement critique contre le développement durable, contre la possibilité même qu'on pourrait continuer à se développer de façon soutenable. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Peut-être juste sur la question écologique rapidement. C'est des choses, j'imagine, auxquelles vous êtes sensibles ici, enfin dans cette assistance, mais rappelez que la question écologique ne se réduit pas à la question climatique. Alors, on a un gros problème aujourd'hui, c'est que quand on parle d'écologie, on parle que du climat. Ce qui est une façon, en fait, de relativiser la gravité de la situation. C'est ça qu'on fait concrètement, en fait. Hein. C'est comme si on se mettait des œillères, on regardait qu'un problème. Il est gigantesque, ce problème. À lui seul, il justifierait la critique que je suis en train d'esquisser, mais malheureusement, ce n'est qu'un problème parmi bien d'autres. Alors, notamment, il y en a un qui
qui a le mérite aussi de nous toucher beaucoup plus directement et plus immédiatement, c'est l'empoisonnement direct et indirect que nous subissons tous et toutes dans nos milieux de vie, partout. En fait, on a dispersé dans nos milieux de vie des particules chimiques, notamment, qui sont en train de nous détruire, littéralement, notamment via les perturbateurs endocriniens, etc. Bon, on a un énorme problème là qui est très souvent invisibilisé, mais qui n'est pas moins grave que la question climatique, puis qui nous touche d'ores et déjà tous et toutes. Ça fait partie de la crise écologique. Donc, si on veut arrêter, ou en tout cas ralentir la dégradation de nos milieux de vie, il ne suffit pas de ralentir nos émissions de CO2, il faut arrêter cette croissance économique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, même si on pouvait faire durer cette croissance encore un moment, il y aurait donc deux autres raisons de la critiquer. La seconde raison, c'est que cette croissance, en fait, quand on en fait le bilan, quand on fait les comptes, on constate qu'elle ne profite généralement qu'à une minorité des parties prenantes, à peu près toujours la même. En somme, c'est une sorte de jeu truqué, dont on connaît à l'avance les gagnants et les perdants. Alors, le profil type du gagnant de la course à la croissance, il me ressemble un peu, en plus riche que moi quand même, mais c'est un vieil homme blanc qui habite un quartier chic d'une grande métropole occidentale, aussi très riche. Bon, qui va plutôt être chef d'entreprise en général, puis il n'habite pas que là, c'est peut-être là, son domicile principal, mais il en a plein partout dans le monde. Enfin, c'est ça, le profil type du gagnant, on le connaît bien. Et le profil type du perdant, c'est d'ailleurs plutôt une perdante, en fait. Hein. C'est plutôt une femme. Et c'est souvent une femme de couleur qui va habiter, par exemple, un bidonville à proximité d'une grande ville africaine, je ne sais pas, comme Bujumbura, donc au Burundi, considéré comme le pays le plus pauvre au monde aujourd'hui. Pourquoi ce résultat ? Parce que en fait, la croissance, cette course à la croissance, elle repose structurellement sur des rapports d'exploitation. Et elle n'est possible que sur la base de ces rapports d'exploitation. Ce n'est pas une espèce de défaut qu'on pourrait corriger. C'est une des conditions de possibilité de la croissance économique, ces rapports d'exploitation. Il y en a trois grands, au moins trois grands qu'on peut souligner. Il y a le bon vieux rapport d'exploitation qui fonde le capitalisme, à savoir l'exploitation du travail par le capital, dans le cadre du salariat. Il y en a un dont on parle moins, quoiqu'au Québec on en a beaucoup parlé, c'est l'exploitation du travail de reproduction, qui est assumé majoritairement par les femmes et qui est un travail qui est exploité par le travail de production, un travail qui consiste à donner la vie, à entretenir la vie, à soigner, à donner de l'amour, etc. Une des conditions de possibilité de toute vie humaine sur Terre. Ce travail sous le capitalisme, il n'est pas considéré comme un travail, donc il n'est pas payé. Si évidemment il fallait le payer, ça serait terminé pour le capitalisme. Plus rien. Il y a plus, c'est une des conditions de possibilité, que surtout ce travail soit pas payé ou très mal payé. Sinon, tout s'arrête. Bon. Donc ça, c'est le deuxième rapport d'exploitation. Puis le troisième, il est aussi bien connu, c'est l'exploitation, on va dire, des pays du Sud par les pays du Nord dans le cadre du néocolonialisme. C'est un peu compliqué au Québec puisque notre Sud, il est aussi au Nord ici. C'est le nord du territoire, c'est les Premières Nations qui tentent d'y survivre, qui sont aussi partie prenante de ce rapport d'exploitation. Alors voilà, c'est ce qui explique le profil type du perdant de la course à la croissance que je présentais tout à l'heure. La clé de la réussite dans cette course, et ça rejoint une des définitions de la décroissance tout à l'heure qui disait qu'il fallait sortir du capitalisme, la clé de la réussite, c'est le contrôle du capital. C'est là que ça se joue. Un capital dont l'accumulation initiale a reposé et continue de reposer sur des stratégies de dépossession jusqu'à aujourd'hui, de façon continue, ce qui permet ensuite d'exploiter celles et ceux qui ont été dépourvus de ces moyens d'existence, et ça permet aussi de leur faire assumer une partie des coûts de la croissance, que j'évoquais tout à l'heure. Pour le dire autrement, la course à la croissance, elle tend davantage à accroître les écarts de richesse entre celles et ceux qui y prennent part qu'à combler ces écarts. Là aussi, contre la promesse qu'on nous fait toujours, il faut de la croissance, c'est ça qui va combler les inégalités. C'est pas ce qu'on observe structurellement. Puis quelqu'un comme Piketty, Thomas Piketty, qui n'est pas un homme, qui n'est pas un décroissanciste, on a fait une démonstration assez convaincante dans son fameux bouquin Le Capital au XXIe siècle. Voilà. Mais donc j'insiste, ces inégalités ne sont pas seulement une conséquence de la croissance, ne sont pas une espèce de défaut de fonctionnement de ces sociétés de croissance, c'est une des conditions de possibilité des sociétés de croissance que ces inégalités. Donc ça, ce serait la seconde raison de refuser la course à la croissance. Évidemment, si on a un peu le souci de la justice sociale, si on a pris un peu au sérieux une des promesses de notre civilisation, qui est de dire tous les humains sont libres et égaux, donc ils devraient être égaux, on devrait tendre vers l'égalité. Si on prend au sérieux cette promesse-là, cette promesse n'est pas du tout tenue par la course à la croissance. Et ça devrait nous convaincre de la contester. Donc de la même façon qu'il n'y a pas de croissance verte, il n'y a pas de croissance juste, structurellement. J'en viens à la troisième raison.
Par ailleurs, cette croissance économique, on nous la présente, on nous la vend, on nous la promeut comme finalement quelque chose qui devrait nous servir, qui devrait contribuer à améliorer notre bien-être individuellement et collectivement. Alors là, il y a quelque chose de très important à souligner dans cette discussion, c'est que c'est plus vraiment le cas. Ça a pu être le cas, mais c'est plus vraiment le cas en fait. On n'observe plus de corrélation claire et nette entre la hausse du PIB, qui est notre indicateur fétiche, c'est avec cet indicateur qu'on mesure notre capacité à générer de la croissance. Donc il n'y a plus de corrélation claire et nette entre la hausse du PIB et nos principaux indicateurs de bien-être. Bon, on peut critiquer nos indicateurs de bien-être, mais si on les prend un peu au sérieux, en tout cas, on observe qu'il n'y a plus... Il n'y a plus de lien entre PIB et bien-être. On peut faire monter le PIB, ça ne va pas se traduire par une amélioration du bien-être. Et donc on observe aujourd'hui dans le monde des pays où il y a des PIB et des niveaux de PIB très très différents et des niveaux de bien-être par contre qui sont très équivalents. Bon, le Costa Rica fait aussi bien que les États-Unis par exemple, alors qu'il y a des écarts gigantesques de PIB. Alors en même temps, donc pousser le PIB pour améliorer le bien-être, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire, là aussi, quand on nous dit c'est ça qu'il nous faut pour aller mieux, non, c'est clairement quelque chose qu'on n'observe plus. En même temps, c'est sûr qu'à l'inverse, quand on observe, quand on subit une récession, quand il y a ralentissement de la croissance, c'est vrai que les choses se dégradent. Hein. Donc le lien fonctionne dans l'autre sens. Quand la croissance s'arrête, ça va mal. Hein, ça va mal. D'où, en fait, la nécessité de jouer le jeu de la croissance, de continuer à courir. Non pas pour améliorer notre sort, je l'ai dit, ça se traduit par une amélioration, mais il faut courir au moins pour préserver notre sort, hein, pour ne pas le voir se dégrader. On est dans une espèce d'impératif là, de stabilisation dynamique, quoi. Si on veut au moins stabiliser la situation, il faut courir. Bon, un peu comme dans certains dessins animés. Ou un peu comme ce qu'on fait parfois dans les salles de gym où on court sur un tapis roulant pour rester sur place. Enfin bref, c'est l'image qui me vient à l'esprit. Donc cette nécessité de courir, c'est une obligation collective pour nos sociétés, mais c'est aussi une obligation individuelle, parce que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, nous dépendons pour vivre de marchandises. Bon, même si je suis très convaincant ce soir, en sortant, vous ne pourrez pas dire bon, demain j'arrête les marchandises. Non, vous allez devoir consommer les marchandises si vous voulez vivre. Bon, et ces marchandises, vous allez devoir les acquérir en allant vous-même travailler dans des entreprises pour avoir un salaire qui va vous permettre d'acheter ces marchandises. Et vous allez avoir ce salaire, vous allez garder ce poste si vous êtes de bons travailleurs et de bonnes travailleuses. C'est-à-dire si vous allez contribuer de façon efficace en fait à la croissance. Donc on est doublement coincé par cette course à la croissance, quoi qu'on en pense en fait. Alors c'est ainsi que s'opère une inversion entre les fins et les moyens. La croissance économique qui devrait être un moyen au service de nos fins devient une finalité dont nous sommes désormais les moyens, dans une large mesure. Quelque chose qu'on sent, à mon avis, plus on vieillit, mais peut-être qu'on le sent aussi de plus en plus, plus on est jeune, d'être une espèce de rouage, en fait, de cette espèce de machine qui s'impose à nous. Donc on est dominé par notre propre création, on est aliéné, et c'est la troisième raison de refuser cette course à la croissance. Voilà, donc en résumé, l'arrêt de la croissance, ce n'est pas seulement la condition de possibilité d'un monde plus soutenable, c'est aussi la condition nécessaire pour bâtir un monde qui serait moins injuste, et pour reprendre aussi, un tant soit peu, le contrôle sur nos vies. C'est ça que j'ai essayé d'exprimer, là, peut-être de manière trop abstraite, c'est cette perte de contrôle sur nos existences qui vient avec cette course à la croissance. Et pour moi, c'est un des apports de l'idée de décroissance. C'est vraiment cette aspiration à reprendre le contrôle sur nos vies, bon, peut-être avant tout. J'en viens à ma troisième question. J'ai encore 5 minutes, c'est ça? Un bon 5 minutes, ouais. 7 minutes. Comment s'y prendre? Comment amorcer la transition vers des mondes libérés de cet impératif? Si on veut ralentir, je ne parle pas d'arrêter parce que la catastrophe écologique elle est déjà là et puis elle va durer encore un bon moment de quoi qu'il arrive, mais si on veut ralentir ce désastre écologique, il ne s'agit pas seulement de produire mieux ou autrement, comme le proposent les partisans d'un développement durable ou aujourd'hui d'une économie circulaire ou même d'un Green New Deal. Toutes ces positions-là vont dans le même sens et il faudrait produire mieux, produire autrement, mais toujours produire plus quand même. Bon. Si on veut arrêter cette catastrophe, on peut pas se contenter simplement de produire mieux. Ces stratégies qui visent à générer une croissance verte ne fonctionnent pas, c'est ce que je disais et je le répète. Malgré tous les efforts qui ont été déployés en ce sens, la croissance économique continue de se traduire par des pertes sur le plan écologique. Si on veut donc vraiment ralentir la catastrophe, il va falloir produire moins que ce qu'on produit aujourd'hui à l'échelle planétaire et fixer des limites à ce que nous produirons dans l'avenir. Pourquoi pas consommer moins ?
Parce que ce n'est pas la consommation qui détermine la production, mais l'inverse. Parce que ce n'est pas la demande qui commande l'offre de marchandises, mais l'inverse. Et il n'y a pas besoin de longues démonstrations pour le sentir. Il suffit de voir que dans le monde aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'humains qui ont des besoins vitaux, donc qui expriment une demande vitale. Cette demande, elle n'est absolument pas satisfaite par ce système. Ça montre bien que ce système n'est pas orienté vers la satisfaction de nos besoins ou d'une demande. Il est orienté vers quoi? L'accumulation de capital, tout simplement. Et donc, s'il y a moyen de faire du fric en produisant et en vendant une petite pilule bleue qui va offrir, par exemple, une érection à un vieil homme blanc riche du Nord, on va mettre de l'argent là-dedans plutôt que de mettre de l'argent dans la production de médicaments ordinaires qui pourraient aider des femmes du Sud à soigner leurs enfants de maladies bénignes, quoi. Voilà. Donc c'est ça la dynamique de ce système. En tout cas, il faut rompre avec cette idéologie qu'on nous met dans le crâne à longueur de temps, à savoir que ce serait le consommateur qui serait finalement celui qui orienterait tout ce cercle. C'est absolument pas le cas. Il faut vraiment renverser la critique. D'où le produire moins. Ça, c'est la première proposition. Alors, en même temps, justement, je viens d'évoquer aussi des populations qui sont aujourd'hui face à des besoins absolument vitaux. Est-ce qu'on peut prendre une telle décision de produire moins alors qu'une partie de l'humanité n'a pas de quoi vivre, tout simplement? Alors là aussi, ça oblige à renverser un peu la perspective. L'indigence dont souffre une partie de l'humanité, elle n'est pas causée par une croissance économique insuffisante. Absolument pas. Ce n'est pas le manque de croissance qui fait que ces gens sont indigents. Elle vient d'abord du fait que ces populations, elles ont été dépossédées de leurs moyens d'existence, tout simplement, et qu'elles sont ensuite exploitées par celles et ceux qui ont pris le contrôle de ces moyens d'existence. C'est ça la cause fondamentale de cette indigence. Absolument pas le défaut de croissance. Donc on peut tout à fait aujourd'hui garantir à toutes et à tous un niveau de vie décent à l'échelle de l'humanité sans dégrader notre planète. Il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent là-dessus. Je vous renvoie notamment, si ça vous intéresse, aux travaux de Julia Steinberger et son projet Lily qui tente de faire cette démonstration qu'on pourrait tout à fait offrir une vie digne d'être vécue à l'ensemble de l'humanité sans forcément aggraver la situation sur le plan écologique. Donc, si on veut vraiment, évidemment, si on veut, c'est le présupposé de ma critique, si on veut réduire les inégalités entre les humains aujourd'hui, il y a une solution qui est archi simple. Évidemment que la bourgeoisie n'a pas trop envie d'entendre, mais c'est la plus simple. C'est de partager plus les richesses dont nous avons besoin pour vivre. Bon, voilà la proposition fondamentale, qui a des implications qui sont effectivement embêtantes pour les plus privilégiés d'entre nous, puisque ça va impliquer de limiter la propriété privée telle qu'on la connaît, par exemple, de questionner cette centralité de la propriété et la forme qu'elle prend. Peut-être pas forcément abolir complètement l'idée de propriété. Être propriétaire de son pantalon ou même du toit qu'on a au-dessus de la tête, c'est plutôt une bonne idée, quoi. Par contre, interdire le fait de posséder 100 toits et de pouvoir exploiter 100 personnes à qui on va demander un loyer en échange de ce toit, là, il y a quelque chose qui peut-être doit être remis de l'avant. Et puis, évidemment, le partager plus, ça suppose aussi de viser une situation où on sortirait de ces rapports d'exploitation que j'évoquais tout à l'heure. Salariat, patriarcat capitaliste et néocolonialisme. La très bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'on a aussi des travaux qui montrent que quand on arrive à réduire les inégalités dans nos sociétés, en fait, ça a des effets très positifs sur nos indicateurs de bien-être. En fait. Alors, je le disais tout à l'heure, pousser le PIB, ça ne garantit absolument pas une amélioration du bien-être. Par contre, réduire les inégalités, notamment de revenus, là, il semble qu'on ait une variable assez déterminante sur le bien-être en général dans nos sociétés. Donc c'est plutôt un argument supplémentaire en faveur de mon partager plus. Et puis j'en viens donc à la troisième proposition. Comment décider des limites à respecter en matière de production et comment décider de la manière de partager justement nos richesses. On s'entend assez dans la décroissance sur le fait qu'il faudrait en décider ensemble. C'est ma troisième proposition. Il faut que ces décisions soient démocratiques. Pourquoi défendre ce principe alors qu'il y a urgence d'agir? Et aujourd'hui, il y a vraiment un discours qui est très dangereux là-dessus, parce qu'on nous dit, attendez, il y a urgence climatique. En fait, l'urgence climatique a bon dos, elle sert aujourd'hui à faire passer beaucoup de choses, et notamment une remise en question de la démocratie. En fait. Alors, on n'a pas le temps de discuter, écoutez, il y a urgence. Bon. Et puis en plus, les problèmes sont très complexes. Les humains ordinaires ne sont pas à la hauteur du problème, ne sont pas capables d'affronter ces problèmes. Donc il y a vraiment un discours très antidémocratique qui utilise aujourd'hui la crise écologique. Pourquoi défendre néanmoins la démocratie ? À la fois par fidélité avec
l'idéal qui est censé fonder nos sociétés. Là encore, si on y croit, si on veut y croire, moi j'y crois encore. C'est-à-dire l'idée que voilà, c'est à nous les humains, nous membres de ces sociétés, de décider comment nous voulons vivre ensemble, bon, de débattre, de s'engueuler, mais fondamentalement de décider des lois auxquelles on va se soumettre. Donc fidélité à cette promesse, et puis aussi par pragmatisme, par souci d'efficacité. Quand on lui donne une petite chance, la démocratie, ça peut fonctionner très bien. Comme l'a montré contre son gré, à son insu en quelque sorte, Macron en France en 2019 avec la Convention citoyenne sur le climat. Il s'est embarqué dans une espèce de processus démocratique qui consistait à tirer au sort 150 Français et Françaises pour leur demander de réfléchir ensemble à des solutions pour affronter la crise climatique. Bon, c'était trop climato-centré, mais bon, c'était déjà un début. Et puis, ces 150 Français et Françaises qui venaient donc, puisqu'ils étaient tirés au sort de partout, tous les âges, tous les genres, toutes les opinions politiques, certains compétents, d'autres incompétents, on les a réunis pendant 7 fins de semaine, très court comme processus. On leur a donné accès à toutes sortes de savoirs, à toutes sortes de spécialistes, de chercheurs, et puis on leur a demandé de formuler des propositions. Et ils en ont formulé 149 qui, prises tout ensemble, forment l'esquisse d'un début de programme décroissanciste, à mon avis. Raison pour laquelle Macron a été obligé de se dédire et de se contredire. Il a tout mis au panier, il a gardé 7% des propositions, alors qu'il avait dit que ça ferait l'objet de référendums, de projets de loi, etc. Bon, voilà, le petit jeu démocratique, là, s'est retourné un peu contre lui, quoi. Bon. Voilà, alors, pourquoi c'est important d'être fidèle à ce principe démocratique ? D'abord parce que on est dans un monde qui est complètement inconnu, en fait. On est dans un monde complètement inconnu, complètement incertain. On ne sait pas dans quoi on est. Jamais l'humanité n'a vécu ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous allons vivre. Donc on a besoin de tous les avis, y compris les plus modestes. Donc ça, c'est le principe démocratique, je pense, et c'est un de ces apports très pratiques qu'on peut mettre de l'avant. Deuxième raison de défendre la démocratie, c'est qu'un vrai débat démocratique sur la question de la décroissance serait sans doute la meilleure manière de faire avancer cette idée. On me dit souvent « Ah, mais si, finalement, les gens décident démocratiquement de continuer la croissance. » Déjà, laissons-leur la possibilité de décider. On va voir. Bon, pour l'instant, on n'a absolument pas le choix. On n'est absolument pas sollicité là-dessus. Faisons un vrai débat sur la question et voyons ce qu'il en ressort. Moi, je fais le pari que la majorité des humains ne choisiront pas de continuer dans cette direction. Et puis, une décision démocratique, évidemment, elle a aussi le gros avantage d'être beaucoup mieux suivie qu'un décret autoritaire ou pseudo-autoritaire défendu par des experts, etc. Bon, donc voilà pourquoi je m'en tiendrai à ce principe. Je termine, produire moins, partager plus, décider ensemble. Donc ce seraient les 3 principes d'une feuille de route décroissanciste. 3 principes qu'il faut combiner, il faut vraiment les combiner, par contre, pour éviter de faire des bêtises et pour sortir de cette course à la croissance. 3 principes qui reposent sur 3 valeurs fondamentales, des valeurs qui sont a priori les nôtres, la liberté, l'égalité, et puis l'amour de la vie ou la solidarité à l'égard de la communauté des vivants. Voilà. Par quoi on peut commencer ? Je termine tout à fait. Je gratte une petite minute. Une première action possible, ça consiste tout simplement à approfondir et à faire valoir ses idées, un peu comme on me donne l'occasion de le faire aujourd'hui. Un travail militant classique qui reste tout à fait indispensable, qu'on peut mener de manière légale, comme l'a fait mon amie Noémie Bureau-Civil dans la circonscription de Rimouski-La Matapédia aux élections fédérales. Elle s'est présentée comme candidate indépendante, avec 2 autres d'ailleurs candidats indépendants décroissancistes. C'est assez malin comme stratégie, puisqu'ils défendaient tous les 3 la même idée, mais ils ont eu tous les 3 le même temps de parole. Donc ils ont pu multiplier le temps de parole. Bon, ils ont divisé leur vote, mais ils ont multiplié le temps de parole. Voilà, disons qu'ils ont joué le jeu électoral. Et puis on peut aussi évidemment y aller de façon illégale, comme ceux qui sont en train d'essayer de bloquer les opérations de Stablex à Blainville, dans le nord de Montréal. Bon. Ça, c'est un travail militant, légal ou illégal. Une seconde action, qui est plus ce qu'on va mettre de l'avant souvent dans la décroissance, puisque je sais que c'est ce que vous faites beaucoup ici au centre, et notamment Laurent est très bon là-dessus, c'est d'expérimenter des manières de vivre qui réalisent concrètement ce produire moins, partager plus, décider ensemble. Puis la troisième option, c'est celle qui consiste à imaginer, à se représenter un monde post-croissance. C'est peut-être le travail le plus difficile. C'est vraiment ça qui est difficile à imaginer. Comment imaginer un Québec post-croissance est désirable ? Pas évident du tout, surtout à une époque où on est constamment capturé
par des machines, par des écrans, qui nous balancent une sorte de propagande sur ce monde-là. Comment réussir à imaginer ce monde-là? Pas simple. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'écrans allumés, donc on est un peu libre, on peut en profiter pour en discuter. Voilà. Merci. Merci. Alors, ce n'est que le début de notre soirée. Alors, se joignez-nous. Entre en scène Myriam Michaud, Bertrand Fousse. Je vous laisse 2 minutes chacun juste vous présenter, puis après on va tomber dans les questions, approfondir le sujet. Myriam, si vous débutez. Oui. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Oui, super. Merci d'être là. C'est vraiment très le fun de vous voir en si grand nombre jaser de cette chose de plus en plus connue qu'est la décroissance. Moi, c'est Myriam, je suis professeure en économie sociale à l'Université TÉLUQ. Puis, plutôt que de parler de moi, je vais plus parler un peu de c'est quoi l'économie sociale, puis pourquoi, en fait, Félix m'a invité là, à venir parler de ça ici. Grosso modo, économie sociale, ça vous dit de quoi? Un peu, beaucoup, passionnément? Oui, quand même pas pire. OK, c'est bon. Mais je pars de la base quand même pour les gens pour qui ce serait peut-être plus mystérieux comme vocabulaire. Grosso modo, il y a 2 gros éléments à comprendre quand on parle d'économie sociale. D'un côté, c'est un type d'organisation, les coops, les OBNL, donc les entreprises qui ont une logique de mettre la mission sociale avant le profit, ou même je préfère dire où le profit l'argent est un outil, une manière pour atteindre une mission sociale, répondre à un besoin qui est déterminé par le groupe de personnes qui forment cette organisation-là. Donc, les coops, les OBNL, mais c'est aussi un mouvement, une gang de monde qui se met ensemble et qui essaye de penser les choses autrement. Est-ce que c'est de la décroissance en soi? Pas nécessairement, au sens où on en connaît aussi des grosses coops, des relativement gros OBNL qui sont dans une logique de croissance, mais quand on a des initiatives de décroissance ou décroissancistes qui vont vouloir adopter une forme légale, la grande majorité du temps, en fait, c'est pas mal tout le temps des OBNL ou des coops. Donc, c'est là qu'il y a vraiment un lien nécessaire entre les deux. Puis là où dans l'idéologie, la philosophie, le lien est très proche, c'est vraiment dans la notion de besoin. Plutôt que d'être dans une logique productiviste où le but est de produire plus, l'économie sociale, on est vraiment dans c'est quoi les besoins qu'on a, puis comment on fait pour y répondre, comment on fait pour se créer ensemble une organisation qui nous permette de répondre collectivement à un besoin qu'on a en commun. Donc, c'est là que vraiment il y a du tricotage à faire entre l'économie sociale et la décroissance, même si il y a des critiques à faire qu'Yves-Marie fait très bien, et des questions à se poser. Donc, voilà ce que le chapeau que je porte aujourd'hui, c'est Miss Économie sociale. Yes, on va approfondir ça tantôt. Bertrand, un mot pour te présenter. Oui, bonjour, vous m'entendez? Je vais l'enlever. Je m'appelle Bertrand Fousse, très content d'être là. Ça fait une 12aine d'années que je vogue dans le milieu de la transition socio-écologique au Québec. Et je résiste à la tentation de définir ce que j'entends par transition, parce que je pense que ça va être une des prochaines questions qu'on va avoir. Donc, une 12aine d'années. D'abord dans le milieu de l'économie sociale, justement à la coop Carbone qui a ses bureaux juste à côté, là, une coopérative qui développe des projets de réduction de gaz à effet de serre au Québec. Puis ça a été Solon. Là on est plus dans l'expérimentation, j'écoutais ce que disait Yves-Marie, expérimentation de différentes façons de faire les choses, notamment beaucoup autour de la notion de commun, qui je pense va être discutée aujourd'hui aussi. Puis suite à Solon, transition en commun. Là où on se dit, ok, des organismes comme Solon qui travaillent à expérimenter et toute une série d'autres rentrent dans des barrières assez solides, même en fait les institutions publiques aussi sont dans ces barrières-là. Donc l'idée qu'on a créée avec Transition en commun, c'est de se dire peut-être qu'en faisant alliance tous ensemble, on donne une plus grande capacité à vaincre ces barrières-là, on pourra y revenir. Donc changer le contexte dans lequel les projets peuvent opérer et se déployer en transition socio-écologique. Puis dernièrement Multitude, où là on est plus revenir vers la question de militer, faire mouvement de masse, puis là aussi on va en reparler je crois. À l'échelle du Québec, donc se dire est-ce qu'on ne doit pas revenir vers des mouvements un peu plus mobilisation de masse et de stratégie un peu différentes. Voilà qui je suis et voilà comment je vais aborder la discussion d'aujourd'hui. Parfait. Moi j'aimerais, Myriam et Bertrand, si vous voulez rebondir sur la présentation que Yves-Marie a fait, est-ce qu'il y a des désaccords? Est-ce qu'il y a des points que vous voulez mettre l'accent, qu'ils ont plus marqué, touché,
que vous voulez faire ressortir. À vous la parole. Oui, ben, plein de choses. Une chose que, en fait, oh, je sais pas, comme ça, d'accord. Une chose que j'ai trouvée particulièrement intéressante, si je mets mon chapeau économie sociale, justement, c'est quand tu disais, on est coincé entre deux rôles, notre rôle de travailleur puis notre rôle de consommateur, puis des deux côtés, tout nous pousse à être dans la logique, justement, productiviste. Puis ma pensée n'est pas aboutie là-dessus, mais la cloche qui m'a sonné, c'est les coopératives, en fait, les deux grandes formes, c'est les coopératives de travail puis les coopératives de consommation. Puis dans les deux cas, on avait des personnes à l'origine, historiquement, puis c'est encore ça qui est le cœur de la chose, qui s'unissaient avec leur identité de travailleurs pour réagir contre les détenteurs de capitaux, les patrons, dont ils sentaient qu'ils étaient exploités, ou encore où ils s'unissaient avec leur chapeau de consommateurs à dire on se rend bien compte que les détenteurs du capital, comment je dis ça d'une manière plus polie, on se fait avoir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le rapport de force et on va s'unir ensemble pour essayer de rétablir un peu le rapport de force. Donc, mon point, c'est pas de dire les coops, c'est donc la seule et unique solution, là, mais c'est de dire il y a quelque chose de très... qui est né en même temps que le capitalisme, est né aussi des mouvements de résistance. C'est pas le seul, le syndicalisme en est, il y en a plein d'autres. Mais je trouve ça assez marquant, en fait, là, de voir qu'il y avait cette dichotomie-là dans le mouvement coop. Là, en tout cas, ces deux figures-là dans le mouvement coop pour nous aider à s'empouvoirer à la fois comme consommateurs et comme travailleurs pour remettre en question ces rôles-là dans lesquels on est coincé, enfin. Puis la deuxième chose, puis là j'ai beaucoup moins de choses à dire, mais c'est juste ça m'a marqué, tu disais, le problème c'est pas du côté de la consommation ou nous comme consommateurs, c'est vraiment du côté de la production, on produit trop, puis c'est pas vrai que c'est de la faute de la demande. Ça, c'est un contre-discours qui est énorme puis qui est pas du tout porté publiquement. Si j'ai des discussions avec mes amis, avec des gens, disent non, mais il y a plus de petites autos au Québec, j'ai juste rendu des gros VUS. Non, mais c'est parce que c'est la demande, les gens demandent ça. On est convaincus de ça, c'est très ancré dans notre conviction. C'est difficile de porter ce contre-discours-là, de dire non, c'est la production le problème. Puis là, une question avec laquelle je vais ressortir ce soir, c'est comment on fait pour porter ce contre-discours-là, puis le rendre plus dominant, plus accepté, plus présent. Merci. Bertrand, des éléments de la conférence qui t'ont marqué? Plein. La totalité. Mais deux quand même que je vais souligner, puis qui pour moi sont un peu les deux faces d'une même pièce, c'est l'aspect politique puis l'aspect démocratique. Yves-Marie l'a bien dit, puis je trouve ça très agréable à entendre quand il dit la décroissance, c'est avant tout un projet politique et non pas un projet moraliste. On s'est laissé avoir dans les décennies du néolibéralisme vers une approche de plus en plus individuelle et donc de plus en plus moraliste. Et j'ai l'impression qu'on a perdu un peu le contact avec les approches collectives et politiques. Puis la décroissance veut faire un projet politique. Et la question du productivisme, elle est en plein là-dedans. Et nous aussi, dans les différents milieux que je côtoie avec la transition socio-écologique, l'immense difficulté de revenir à la responsabilité de la production par rapport à la consommation, elle est incroyable. Et donc ça, on a vraiment un travail, et c'est profondément politique comme question, puis ça me marque beaucoup. On a beaucoup de travail à faire là-dessus. Commençons peut-être déjà par critiquer la publicité, qui serait une bonne façon de montrer de manière évidente comment on peut revenir à la responsabilité du productivisme. Donc l'aspect politisé que je trouve vraiment important. Puis l'autre qui va avec, c'est l'aspect démocratie et démocratiser. Peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais moi, des trois éléments que tu nommes au début à la fin, c'est celui qui me semble le plus fondamental dans l'esprit de ce qu'on veut faire, mais aussi dans les moyens d'action qu'on se donne. On ne va pas produire moins, on ne va pas partager plus si on ne commence pas par démocratiser, puis on va pouvoir y revenir. On a vraiment besoin de démocratiser beaucoup de choses, l'économie, l'État. On a besoin de décentraliser. Et je termine sur l'action démocratie qui m'a beaucoup marqué. Tu prends l'exemple, puis nous on le travaille beaucoup au quotidien dans mes initiatives, la question des logiques démocratiques. Tu as nommé l'exemple de la Convention citoyenne de Macron. C'est un exemple parmi des dizaines ou des centaines d'autres de conventions, assemblées ou jurys citoyens qui partout dans le monde démontrent de manière continue que quand on crée des vrais processus démocratiques
bien construit et non pas des consultations où on te demande ton avis une fois de temps en temps de manière ponctuelle, ça fonctionne et à la fin, on gagne. Quand on se parle, on gagne. Donc cette question de la conception de la démocratie me semble essentielle aussi. Donc politique et démocratie. Excellent. Hey. Ouais. Alors, avant de plonger dans d'autres sujets, j'avais une question sur le terme. On a parlé de transition socio-écologique à une certaine époque. On parlait beaucoup de développement durable. On parle dans les milieux beaucoup de transition socio-écologique. Ce soir, on parle de décroissance. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous démêler? C'est des synonymes, il y a des éléments similaires, il y a des choses qui sont en opposition. Bertrand, tu étais prêt à parler de transition, mais je sais que Yves-Marie a sûrement beaucoup de choses à dire là-dessus. Un livre sur développement durable et décroissance. Parler de transition socio-écologique. On rentre en bus ensemble après. Il faut faire gaffe quand même. Mais il y a beaucoup de place dans le bus. Est-ce que ce sont des synonymes ou pas? Je vais laisser Yves-Marie davantage critiquer et établir. Je peux juste moi vous amener la perspective avec laquelle j'arrive quand je parle de transition socio-écologique, qui est un terme qui émerge depuis quoi, une dizaine d'années, j'en sais rien. L'idée au départ, c'était de relier les termes sociaux et écologiques. Donc de se dire les enjeux sociaux, les enjeux écologiques sont liés. Une fois qu'on a dit ça, quand on va un peu plus loin, je pense, l'intérêt du terme, c'est de dire ils sont liés, puis ça vient pas de nulle part, le fait qu'ils soient liés. C'est pas un hasard. Les crises sociales, et puis c'est à peu près ce que, je pense, en partie ce qu'Yves-Marie a dit, mais les crises sociales et les crises écologiques auxquelles on est confronté ne tombent pas du ciel. Et on n'a pas donc à juste trouver des solutions à des crises qui, pas de chance, elles sont là, on va devoir travailler dessus. Elles viennent d'une raison, puis la raison, et c'est ça pour moi l'intérêt du terme de transition socio-écologique, c'est de creuser et aller vers les raisons sous-jacentes qui font qu'on a ces crises-là et qu'elles sont reliées entre elles. Et je radote, mais ces raisons sont beaucoup liées à des questions de rapport de pouvoir, donc de démocratie, de reprise du pouvoir. On pourrait le nommer d'autonomie, on pourrait le nommer de plusieurs façons. Démocratie aussi économique. Bon, c'est beaucoup lié à des notions de reprise de pouvoir collectif qui font qu'on est, puis alors aujourd'hui on le voit de façon, j'allais dire extrême, mais on pourrait encore l'être plus avec comment ça se passe avec, on parle de plus en plus d'oligarchie, la concentration de pouvoir et de richesse de plus en plus extrême dans différents pays, en particulier aux États-Unis, mais pas que. C'est une façon extrême de voir ces enjeux de concentration de pouvoir, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour se rendre compte que les crises qu'on a aujourd'hui sont liées à des enjeux de concentration. Et donc, de ma perspective, le projet de transition socio-écologique, c'est avant tout un projet démocratique. Fondamentalement, ce qu'on veut faire avec ça, c'est revoir notre rapport au pouvoir pour être capable de travailler sur les origines des crises sociales et écologiques. Après, c'est un terme qui est beaucoup perçu comme environnemental parce que le terme écologique est très présent. Est-ce que c'est un synonyme avec de la décroissance? Comment tu le vois par rapport à la décroissance, la transition? Selon ton point de vue. Yves-Marie nous donnera son point de vue. Qu'ai-je fait? Ça va. Oui, je pense que c'est bon. Plus personne. Synonyme, ça me paraît compliqué de déclarer ça. Et puis j'ai quand même un trajet en bus qui sent rien ce soir. Le bus a beau être grand, il faut quand même qu'on fasse attention. Mais par contre, qu'il y ait des grands liens à faire, en tout cas sur la façon avec laquelle je le présente et qui est discutable, il me semble qu'il y a des énormes liens à faire. Il suffit d'écouter ce que Yves-Marie a raconté. Parfait. Myriam, Yves-Marie, qui veut aller en premier? Yves-Marie? Je pense que tu étais interpellé. Oui, comment réagir? Donc à HEC aussi, il est beaucoup question de transition socio-écologique. Mais ça désigne pas du tout la même chose que ce que Bertrand est en train de dessiner, qui se rapproche quand même pas mal de ce que... On est quand même assez d'accord sur pas mal de choses. Mais sauf qu'à HEC, ils utilisent exactement le même terme pour tout simplement justifier la poursuite du capitalisme. Alors ça dit toute la difficulté de ce terme. Ce terme-là, il est beaucoup trop vague. Il est trop vague. Qu'est-ce que ça signifie transition socio-écologique? C'est, si on prend la définition littérale, c'est le passage d'un état à un autre sur le plan social et écologique. C'est ça, une transition socio-écologique. Passage d'un état à un autre sur le plan social et écologique. Alors ça peut donner ce que Bertrand a en tête, puis finalement j'embarquerai pas mal avec lui, mais ça peut aussi nous donner une dictature verte, par exemple. Ce serait une forme de transition écologique, de là où on est aujourd'hui vers une dictature verte, ce serait une forme de transition. Ça peut aussi être la disparition de l'espèce humaine, ce serait une forme de transition socio-écologique. Donc, non mais de fait, le terme est tellement vague que c'est tout à fait possible. Ça peut désigner aussi une espèce de prise en charge aujourd'hui
des cycles bio-géochimiques planétaires par la géo-ingénierie, ce serait une forme de transition socio-écologique. C'est-à-dire, on resterait dans le cadre de cette définition. Donc c'est à mon avis beaucoup trop vague pour ne pas être risqué en fait. Alors ça a un aspect séduisant parce que c'est rassembleur a priori. On peut se rassembler autour de ça. Mais on se rassemble autour de quelque chose qui est très vague et on peut s'attendre dans ce cas-là à ce que les plus puissants réussissent à imposer leur vision de la transition socio-écologique qui n'a rien à voir avec celle que Bertrand mettrait de l'avant. Donc pour moi, la décroissance soutenable, c'est une façon d'apporter un contenu. De quelle transition voulez-vous ? La décroissance. Ça suppose de faire un diagnostic clair de la situation. Nous sommes dans un monde donc, capitaliste, dominé par les technosciences et par l'état bureaucratique. De ce monde, nous ne voulons plus, c'est l'état dans lequel nous sommes, et nous voulons aller vers un monde post-croissance, dont je pourrais dire un mot tout à l'heure, mais au moins les choses sont beaucoup plus claires. Là on n'est pas en train de faire semblant d'être d'accord, comme c'est le cas aujourd'hui dans mon école, où effectivement ce mot-là sert beaucoup à noyer le poisson dans une large mesure. Donc, ce sera un terme repris comme le développement durable a pu être repris par les grandes entreprises. Il a exactement cet usage-là. Il a le même usage à HEC. C'est le mot. Alors, à HEC, ils ont inventé la transition durable. Ça, c'est assez fort aussi. Parce qu'ils étaient quand même un peu mal à l'aise avec le socio-écologique, effectivement. Mais c'est bon. Enfin, voilà. Non, il faut qu'il y ait un vrai débat. Il faut qu'il y ait un vrai débat. De quel monde, dans quel monde vivons-nous ? Et là, il y a un vrai débat sur le diagnostic aussi. Et de quel monde voulons-nous, en fait ? Et il me semble qu'avec la décroissance, on a quelque chose des réponses claires. Après, on peut être d'accord ou pas, mais au moins la réponse est claire. Pas quand on reste dans ce vocable-là, il me semble-t-il. Myriam, je veux rebondir sur tout ça. Oui. La première chose que j'ai notée quand j'ai réfléchi à cette question-là, c'est j'ai pas tant envie de prendre position. On peut-tu sortir de la guerre de mots puis juste agir? Ceci dit, les mots sont importants. Et là où je trouve que le terme de décroissance a des avantages sur celui de la transition socio-écologique, encore une fois, comme elle est définie ici, j'embarque à 100%. Par contre, bon, moi, je pense un peu comme toi, Yves-Marie, moi, je le trouve plus actif, le terme de décroissance, je le trouve plus précis. Puis la notion de transition, c'est comme si c'est quelque chose qui peut se faire sans nous. Là. Ça se passe. On transitionne. Mais je sens pas que moi, je suis active dans une opération de transition. Puis sinon, ce que j'aime beaucoup dans l'idée de décroissance, comme je la comprends, c'est que j'ai l'impression qu'elle peut se conjuguer aussi à différents niveaux. Au niveau individuel, on parlait de simplicité volontaire tantôt, il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles je peux me référer concrètement. Si je me dis, OK, est-ce que moi, je peux faire des choses dans mon quotidien pour aller vers une décroissance à mon niveau? J'ai plein d'idées. C'est assez concrète, précise. Il y a un niveau collectif aussi à l'idée de la décroissance. Donc, comment on le fait ensemble? Comment on se concerte? Comment on se réunit? Comment on crée des initiatives communes pour mieux faire ce qu'on est capable de faire au niveau individuel? Il y a l'aspect social, politique, puis là, l'exemple des personnes qui se présentaient comme députés à Rimouski est super bon. Là. Il y a évidemment un côté très politique à ça, puis il y a le côté, au niveau social aussi, économique. C'est un discours économique, le discours de la décroissance, avec des concepts économiques, avec un contre-discours critique qui est aussi très clair puis qui est documenté. Donc, j'ai l'impression qu'on est capable de voir ça à différents niveaux, pour moi, de manière plus facile avec l'univers conceptuel de la décroissance qu'avec celui de la transition socio-écologique, même si c'est comme si tous les bons mots sont là, mais effectivement, on dirait que je manque de prise avec ça. Ah, je suis trop loin encore, d'accord. Dites-moi-le, faites-moi des gros signes. Merci. Alors, ben voilà, fait qu'on a des définitions. Bertrand, si vous voulez rebondir sur les définitions? Transition. Ben, on comprend que tu as une définition de la transition socio-écologique qui va vers la décroissance, mais que ça peut être repris... Oui, j'hésite à répondre parce qu'effectivement, après, est-ce une querelle de termes qui va nous... Mais oui. je pense que les termes sont importants. Je suis d'accord avec vous. Puis, moi, je déchire pas ma chemise pour ça. Puis, je suis assez d'accord avec tout ce qui est dit. Je me demande juste à quel point on doit mettre l'un et l'autre en opposition jusqu'à en choisir un des deux, alors que je pense qu'on est plus face à
c'est quelle tactique qu'on utilise, quelle action mène-t-on, quelle tactique utilise-t-on pour changer. Puis l'un va être utile dans certains contextes, d'autres dans d'autres. Bref, donc c'est juste que c'est pas tellement, les termes sont importants, mais peut-être juste les voir de façon binaire l'un contre l'autre, je me demande si c'est utile. Parfait. On continue cette discussion autour de la bière après le panel. Alors, une grande raison pourquoi vous avez été invité, puis le titre, hein, Décroissance, démocratie et économie sociale, c'était pour vous amener, nous amener dans des... Yves-Marie, vous avez fait un bon portrait de la situation actuelle, mais l'amener plus dans les stratégies, dans les solutions, dans les propositions que vous pouvez avoir, comme vous personnellement, de votre organisation, votre milieu. Alors, je vous donnais 4 minutes chacun pour présenter la solution que vous voulez amener par rapport à la situation pour faire avancer la décroissance. J'avais pas d'ordre d'établi, mais... Myriam, es-tu prête? Faut que tu donnes un ordre, parce Parfait, que sinon, j'y ça vais. marchera pas. OK, là, c'était la solution. Faut que j'en trouve une là, qui Si règle t'en as tout. plusieurs, c'est parfait, mais... Ben, c'est pas tant la solution que plein d'exemples, en fait, de ce qui se passe en économie sociale que j'ai pu aller chercher. Bon, déjà, au niveau individuel des organisations, il y a un paquet d'initiatives en économie sociale qui vont vraiment dans le sens de la décroissance. Là. Bon, il y a peut-être un peu des classiques que certains d'entre vous connaissent. Une entreprise à Montréal qui s'appelle Retourne-y, qui veut sortir de la logique des petits plats jetables pour vraiment proposer des plats réutilisables à chaque fois. Donc là, on est vraiment à la fois dans la production moins, consommer moins et plus écologique. Il y a toutes sortes d'initiatives de partage, des bibliothèques d'outils. La patente en est un bon exemple, les cafés réparation qu'on fait. Donc, tout ça, c'est vraiment des petites initiatives à échelle collective, locale, qui vont dans le sens de se donner des outils, non seulement pour sortir de certaines logiques de consommation, mais aussi créer du lien social puis le faire ensemble. Il y a des initiatives d'un petit peu plus grande envergure aussi, par exemple, dans le chantier de l'habitation, qui est un grand enjeu actuellement. On peut-tu sortir de la logique seulement, tout ce que je veux dans la vie, c'est avoir ma petite maison en banlieue. Il y a par exemple l'utile qui est dans le logement étudiant, puis qui porte beaucoup un discours de sortir certains logements de la logique spéculative. Donc, on a du contre-discours aussi qui se crée là, qu'on entend de plus en plus sur la scène publique aussi, puis qui, pour moi, sont beaucoup porteurs d'espoir. Il y a une petite nouvelle qui vient de sortir récemment, Communauto, qui est en train de peut-être vouloir créer une fiducie d'utilité sociale. Communauto qui a démarré en coopérative, qui ont transitionné en entreprise à capital, action, pour aller chercher du capital, justement. Puis on peut comprendre, c'est quelque chose où il y avait besoin de beaucoup de sous pour pouvoir acheter ces centaines de voitures. Puis là, les propriétaires sont en train de se dire, OK, mais comment on s'assure, nous, que la centralité collective sociale de cette entreprise-là demeure, puis qu'on ne se fasse pas racheter par une plus grosse poche? Puis là, apparemment, une des options qu'ils examinent, c'est d'aller vers une fiducie d'utilité sociale. Donc, on est vraiment dans... Il y a des retours à du collectif qui peuvent se passer comme ça. Puis sinon, de manière plus large, en économie sociale, on est beaucoup dans des stratégies de mutualisation, de mise en commun, de mise en réseau. Je vous disais, l'économie sociale, c'est aussi un mouvement, mais c'est aussi un mouvement qui est institutionnalisé, organisé avec des méta-organisations, des fédérations. Mais tout ça, ça fait que c'est du monde qui se parle. Puis quand il y a des affaires qui marchent, quand il y a des innovations sociales qui fonctionnent, qui s'aident, quand il y a des initiatives que les gens voient que, OK, ça pogne, et ça répond à un vrai problème, à un vrai besoin, bien, on a des ressources, on a des moyens d'essayer de faire croître ça. On a aussi des organes de communication, de transfert de connaissances, notamment le TIES, Territoire innovant en économie sociale solidaire. Allez voir leur site web si vous voulez. C'est plein d'outils pour apprendre, pour comprendre, pour se communiquer. Passerelles en commun, des sites web, des genres de Facebook, de l'économie sociale. Donc, on essaye vraiment de faire du changement d'échelle, de faire système en mettant en commun ce qui émerge. Puis c'est entre autres ça qui manque. Tu sais, plein d'initiatives partout, il y en a plein. Là, on est comme au moment où si on veut changer d'échelle, bien, il faut que ces choses-là se mettent en contact. Donc, je pense que ça, quand on parle de solutions, ça en est un début. Utiliser les réseaux qui existent déjà pour faire que tout ce qui est isolé se mette ensemble, puis on step up.
Merci. Voilà. Certaines démarchandisations aussi qu'on voit, Absolument. l'aspect du logement. Ça, on va continuer à creuser. Bertrand, je sens qu'on va parler de multitude. Est-ce que ça se peut? Oui. Allez, pour vous faire plaisir. Oui, puis tu parles de quelle stratégie, c'est la question. Oui, quelques mots sur qui on est. On est très récent, Multitude, un mouvement qui rassemble des personnes de différents horizons. Ça peut être des gens qui ont eu un historique dans le milieu communautaire, économie sociale, environnementale, des élus locaux, différentes choses. Donc des personnes de différents horizons, différents territoires, de partout au Québec, puis qui se réunissent parce qu'ils veulent se donner la confiance qu'elles peuvent ensemble bâtir un projet politique, puis se battre pour que ce projet politique arrive. Je reviens à mon point de tantôt sur politique et démocratie, suite à ce que disait Yves-Marie. On était une dizaine au début, il y a un an, quand ça a balbutié, rapidement une centaine, maintenant on a un peu plus d'un millier, puis on continue. Puis peut-être 2 mots qui m'amènent directement à ce moment-là à la question des stratégies. Sur la question du projet politique, justement, nous on pense qu'il y a matière à développer justement un projet politique autour de la notion fondamentale de démocratisation, autonomie, reprise du pouvoir collectif. Yves-Marie parlait du reprendre le contrôle sur nos vies, sur nos corps, sur nos territoires. Il y a un projet politique qui peut relier beaucoup plus et qui peut s'articuler autour de ça. C'est ça qu'on tente de faire. Mais là, en termes de stratégie, on se dit qu'il y a quand même un besoin aussi de clarifier ce projet-là, puis de revenir avec certaines idées forces qui permettent de rendre ce projet palpable. Puis j'en nomme juste 2 pour faire directement un lien avec ce qui est dit par mes 2 compères. Le premier, il y a de nouveaux mécanismes démocratiques qu'on peut mettre en place. S'il y a des centaines de conventions ou jurys ou assemblées citoyennes partout dans le monde, pourquoi ne pourrait-on pas avoir des conventions, jurys, assemblées au niveau municipal, au niveau provincial, ici au Québec? Il y a absolument moyen d'eux, puis ça peut être quelque chose sur lequel on peut travailler, ça se fait, il y a des exemples. Un autre exemple si on veut définir un peu plus notre projet politique, que je trouve vraiment intéressant, et il a été nommé, mais il est super important, c'est les stratégies de démarchandisation. On peut aller vraiment très très loin sur les stratégies de démarchandisation, puis là aussi, ça se voit ailleurs dans le monde. Le logement ici nous montre la voie, il y a la crise du logement qu'on a vécue a forcé le passage à des réflexions qu'on n'avait pas vues par le passé, que maintenant on est en train d'avoir, puis on dit des choses aujourd'hui sur la démarchandisation du logement qu'on n'osait pas dire il y a 3 ans ou 5 ans, des choses qui étaient réservées à certains cercles, aujourd'hui sont devenues, bien sûr, tout à fait, il y a un travail extraordinaire qui a été fait par tous les acteurs du logement. Pourquoi ce travail-là ne pourrait pas être fait sur toute une série d'autres secteurs? Pourquoi ne pourrait-on pas avoir des stratégies sectorielles de démarchandisation où on met en commun l'économie sociale, mais aussi les autres leviers d'action dont on a besoin pour démarchandiser? Ça pourrait toucher au numérique aussi, soit dit en passant, mais il y a, d'autres domaines pourraient. Donc, 2 éléments qui me semblent importants pour définir notre projet et qui donnent des idées de ce qu'on pourrait faire et qui se font déjà. Puis le 3e point, puis je me tais avec ça, sur les tactiques, peut-être alors plutôt à mettre en place pour y arriver. Nous, ce qu'on voudrait tenter avec d'autres, la contribution qu'on voudrait avoir, mais on est loin d'être les seuls, c'est de revenir, et j'arrête pas de faire référence à Yves-Marie, je veux vraiment passer un bon trajet de bus, mais revenir, quand tu parlais de militer, là, le premier point que tu renommais, revenir à une logique vraiment de mouvement de masse où on se parle, on apprend ensemble, on s'organise et puis on agit dans les différents lieux où on peut être présent. On pense qu'il y a matière à revenir beaucoup vers ce genre de stratégie-là. On le tente un peu, mais ça fait quelques mois là qu'on le tente un peu, puis la réception est exceptionnelle. Les gens ont envie de parler, les gens ont des idées, les gens font déjà beaucoup de choses, ils ont envie d'en parler à leurs copains, à leurs voisins, ils ont envie de savoir que dans d'autres régions du Québec, en fait, il se passe la même chose, sauf qu'on n'est même pas au courant. Donc, il y a vraiment matière à retravailler la notion de mouvement de masse. Et le 2e élément, c'est qu'avec ce mouvement de masse, on se donne peut-être aussi, ces mouvements de masse, on se donne aussi peut-être plus de poids pour des stratégies où on va travailler plus fort sur le changement de discours, je ne sais pas si c'est le bon terme, que ce soit des éléments de communication, mais aussi, j'ai l'impression, des stratégies qui soient liées à comment on change nos institutions. On a quand même un enjeu d'institution qui bloque le passage à bien des égards. Comment, en travaillant sur un mouvement de masse, on peut faire pression sur ces institutions-là, mais également retravailler des notions connues. En fait, il n'y a rien de neuf là-dedans, hein, mais comment on réinfiltre des institutions, soit parce que des membres d'un mouvement beaucoup plus intense sont aussi dans les institutions, soit parce qu'on forme, soit parce que... Il y a toute une série de tactiques qu'on peut avoir pour changer les institutions, puis celle-là aussi, dans notre projet politique, on trouve que ce serait intéressant de repousser dessus. Donc, c'est ça.
Puis il vient d'avoir juste un mouvement de mobilisation le 3 avril, 3 mai, des assemblées de cuisine un peu partout au Québec, avec multitude et d'autres actions à venir. Oui, c'est ça, on en a eu une centaine, et puis effectivement de partout au Québec, une centaine d'assemblées de cuisine en 2 dates, puis il y a eu des asynchrones aussi, donc on n'est pas au courant combien il y en a eu. Puis maintenant, on lance sur cette base-là et de tout ce qui a été dit pendant ces assemblées-là, on lance une première saison d'action, on appelle ça, autour de la question de la démocratie locale. Si on décline le projet démocratique en toute une série de choses, la première saison qu'on veut tenter jusqu'au mois de novembre, puisqu'il y a des élections municipales, c'est autour de la démocratie locale. Reprenons le pouvoir avec les élections municipales. Il y a eu une vague progressiste il y a 4 ans, peut-il y en avoir une autre, mais bien au-delà de la question du pouvoir des élections municipales, il y a une série de choses qu'on peut faire au niveau local pour reprendre notre pouvoir, et notre saison d'action est autour de ça. J'aimerais beaucoup que les saisons d'action en 2026 soient tournées autour de la démocratie économique. Peut-on agir collectivement si on est structuré et organisé sur, par exemple, la lutte à la publicité, sur la place de l'économie sociale et sur d'autres éléments qui permettent de démocratiser l'économie, pas juste notre fonctionnement local. Ouais. Puis multitude, vous allez être présents justement, on est plusieurs à aller demain au Sommet national de l'économie sociale, donc des liens à faire, multitude va être très présent, on va parler de transition, on va amener ça dans le discours de l'économie sociale. Est-ce qu'on va aller plus loin à parler des croissances? On ne sait pas. Surprise au sommet, ce qui va se passer. Yves-Marie, solution pour avancer sur la décroissance, stratégie? J'ai déjà quand même posé un peu les bases de la réponse. Produire moins, partager plus, décider ensemble, qui pour moi constitue un point de repère qui permet d'évaluer à peu près n'importe quel projet, en se demandant si c'est un projet qui va effectivement dans le produire moins, partager plus, décider ensemble, ou pas. En même temps, il faut se donner un horizon, et c'est une partie du débat qu'on a autour du terme de transition. Je veux bien le garder, le terme de transition, à condition qu'on s'entende sur l'horizon qu'on se donne, en fait. Et donc, en réfléchissant à ça, produire moins, partager plus, décider ensemble, pour aller vers quoi, vers où, comment mettre ça en œuvre, ça m'a amené finalement à proposer 5 perspectives qui constituent un horizon que je défendrais. Parce qu'une des limites de la critique des croissancistes, c'est que c'est d'abord une critique. Ça dit d'abord ce dont on ne veut plus, mais ça ne dit pas ce dont on veut, en fait. Donc là, il y a un travail qui est aujourd'hui en cours de la part des décroissants pour essayer justement de définir des horizons. Et il y a des débats, il y a des désaccords au sein même du mouvement de la décroissance. De mon côté, moi, j'en arrive, par souci au moins de cohérence, en fait, à défendre donc 5 perspectives qui constitueraient cet horizon d'un monde post-croissance, et au regard duquel on pourrait juger aussi de nos efforts. Est-ce qu'on va dans la bonne direction ou est-ce qu'on s'en éloigne? Pour moi, la première perspective à défendre, c'est la perspective de la subsistance, que j'emprunte à des écoféministes allemandes qui défendent l'idée qu'il faut remettre de l'avant la nécessité de valoriser la subsistance, le fait de vivre et de reproduire la vie comme une préoccupation qui pourrait être partagée par l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Donc mettre ça au cœur. Ça rejoint en partie la logique des besoins, mais je me méfie du mot de besoin parce que c'est un mot qui émerge avec le capitalisme. Enfin bref, le capitalisme est aussi très fort pour créer des propres besoins. Donc je me méfie beaucoup de ce terme. Je préfère celui de subsistance et des nécessités de l'existence. Donc ça, ce serait la perspective générale, qui vient un peu heurter évidemment tout notre imaginaire, puisqu'on nous a appris finalement à mépriser les économies de subsistance, des économies de misère, et puis nous bénéficions d'une économie d'abondance. Bon, donc là, il s'agit de renverser la perspective, de remettre de l'avant la subsistance. La subsistance, c'est beaucoup l'autosuffisance, c'est l'autoproduction, c'est l'autoconsommation, c'est reprendre de l'autonomie sur ces conditions matérielles d'existence. Comment est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça tout seul. Donc c'est là qu'on arrive sur les communs. Il faut penser des collectifs. Il faut penser des collectifs qui visent cette autonomie. Ça me permet de rebondir un peu sur ce que disait Myriam. Une des critiques que j'adresse à l'économie sociale, c'est qu'effectivement, il y a une tentative pour rééquilibrer un peu le rapport de force, mais on reste coincé dans le monde de la marchandise. C'est-à-dire qu'on se met ensemble pour produire une marchandise, ou on se met ensemble pour en acheter une, mais on est toujours dans le monde de la marchandise. C'est-à-dire qu'en fait, on est confronté à la concurrence de l'entreprise capitaliste qui sera toujours beaucoup plus puissante. Et si vous voulez continuer à exister dans ce monde-là, il vous faudra adopter peu à peu les modes de fonctionnement de l'entreprise capitaliste. Et ça donne un Desjardins, ça donne un AgroPure, ça donne toutes les grandes coopératives qui étaient censées être des instruments d'émancipation, qui en fait n'ont survécu que dans la mesure où elles ont abandonné une partie de leur signification initiale. Ah, c'est bien. C'est un moindre mal, Desjardins, je suis d'accord avec vous.
Je suis chez Desjardins, par choix aussi, pour les mêmes raisons que vous. Il n'empêche que c'est une critique qu'on adresse aujourd'hui à toutes ces grandes coops, c'est qu'elles ont été obligées de, pas par méchanceté, pas par perversion, mais pour survivre et pour continuer d'exister, il a fallu piler un peu sur un certain nombre de principes fondamentaux qui étaient à l'origine de ces organisations. Donc les communs, moi je essaye de les penser comme un moyen justement de sortir vraiment du monde de la marchandise complètement. Sur le plan technique, j'en ai pas parlé, mais aussi valoriser des techniques qui soient contrôlables par leurs utilisateurs. Donc c'est toute la défense de ce qu'on appelle les basses technologies. Donc, toute une réflexion vraiment fondamentale qui amène à critiquer pas mal le développement évidemment des technologies de l'information et de la communication, entre autres. Quatrième perspective, le municipalisme, ou en tout cas la démocratie directe. Là, on se rejoint complètement là-dessus. Donc défendre comme instance politique fondamentale l'Assemblée municipale comme le cœur de la vie politique d'une société, puis reconstituer par fédéralisme ensuite des arrangements à des échelles plus hautes. Et puis la dernière perspective, la dernière composante de cet horizon, ce serait celle de la biorégion. Donc là, je rejoins en partie Alain Deneau. Par contre, on n'a pas la même... moi, je suis assez en désaccord avec sa façon de faire valoir la biorégion, puisque il ne nous fait pas du tout envisager la biorégion comme un projet politique, il nous fait envisager la biorégion comme une espèce de nécessité qui va s'imposer parce que tout va s'effondrer. Je trouve ça assez problématique comme façon de le penser. Pour moi, ça devrait être un projet politique qui est en fait un projet de rupture avec ce qu'on peut appeler le mode de vie impérial dont nous bénéficions tous et toutes, c'est-à-dire notre quotidien, y compris pour les humains relativement ordinaires en Occident, ils supposent en fait l'exploitation de territoires et d'humains partout sur la planète, comme si nous étions des petits empereurs et des petites impératrices. C'est pas qu'on est méchant, c'est qu'effectivement c'est ça qui soutient ce monde. La perspective biorégionale, c'est une façon de rompre avec ça en disant non, il va falloir réapprendre à vivre sur un territoire, à tirer notre subsistance de ce territoire et aussi à gérer notre merde sur ce territoire, parce que ça, c'est aussi quelque chose que notre monde fait très bien. Il va chercher ailleurs des richesses et il renvoie des déchets sous toutes sortes de formes vers ces périphéries. La biorégion, c'est tout simplement ça. C'est revenir à une échelle beaucoup plus réduite et vivre en harmonie avec ce territoire. Comment est-ce qu'on fait ça ? Mes collègues ont évoqué certaines stratégies. En fait, il n'y a pas 36 solutions. Moi, je m'appuie sur le travail du sociologue américain qui s'appelle Owen Wright, qui dit il y a 3 façons de penser la transformation sociale. Si on la pense par le bas, par les humains qui sont concernés par cette transformation, il y a des stratégies symbiotiques. C'est exactement ce que tente de faire Multitude. C'est-à-dire on joue les règles du jeu, et on essaye de faire avancer des idées dans une autre direction, mais sans enfreindre ces règles-là. Et c'est une stratégie tout à fait intéressante. Il y a la stratégie interstitielle qui dit on a un système qui fonctionne globalement, mais qui laisse des brèches, qui laisse des espaces, qui laisse des temps. Et là, on peut essayer de faire exister d'autres manières de fonctionner. C'est pas mal ce qu'on voit dans certaines formes, en tout cas, d'organismes que tu as évoquées. Et puis après, il y a effectivement des stratégies plutôt de rupture. Donc là, on rentre en conflit ouvert avec l'ordre en place. Bon, ce que fait, je sais pas, Antigone fait de la désobéissance civile. Ils n'ont pas sorti les armes, mais on est dans une logique de rupture qui est sans doute aussi tout à fait nécessaire. On n'arrivera pas à bouger sans aussi ce genre d'actes. Et c'est un peu ce qui me dérange avec le vocabulaire de la transition, c'est que c'est un vocabulaire qui entretient un peu un mythe pacificateur. On pourrait transformer notre société gentiment, les mains dans la main, donc sans conflit. C'est pas vrai, il y aura des conflits. Il y a quantité d'humains, et je suis dans une école où ces humains sont très présents, il y a quantité d'humains qui n'ont aucune envie du monde dont rêve Bertrand. Donc, et donc il y a conflit, et donc il y aura forcément rupture, il y aura un rapport de force, et il faudra accepter aussi à certains moments de quitter des stratégies symbiotiques. Merci, bon tour. En fait, je voulais vous inviter, si vous voulez rebondir sur les solutions stratégiques que les autres ont proposées, est-ce que vous avez des inspirations, des commentaires à émettre? Bien, très rapidement, sur la dernière, les 3 grandes catégories de stratégies, ce qui est important pour moi aussi, comme ça l'était pour on ne va pas se battre entre transition et décroissance, c'est que ce n'est pas des stratégies qui sont incompatibles. Au contraire, je pense qu'il faut voir que des personnes, des groupes, des moments vont mieux convenir à certaines stratégies puis pas à d'autres.
quand je manifestais en 2012, on disait unicité de l'objectif, diversité des tactiques, là, unicité de la lutte, diversité des tactiques, quelque chose comme ça. On est là-dedans, tu sais. Il y a plein de bonnes manières de se diriger vers ça de manière active, de manière résolue, de manière concrète, de manière de reprendre notre pouvoir. Puis, faudrait pas se mettre à se chicaner entre gangs qui... OK, il y en a qui sont plus dans le disruptif, il y en a qui sont plus dans le symbiotique. Ça prend tout ça, ou à certains moments, ça prend plus un, ou ça prend plus l'autre. Il faut accepter que ça foisonne, puis qu'on se dirige quand même... On peut se diriger vers quelque chose de commun tout en utilisant plein de chemins différents. Merci! Est-ce que Bertrand, est-ce qu'il y a une réaction sur les stratégies des collègues apportées? Je suis très d'accord avec ce qu'il vient de dire. En fait, et puis moi j'aime beaucoup le terme de composition. On va devoir composer nos tactiques. On a beaucoup eu tendance à vouloir. Enfin, on a beaucoup tendance. Il y a une façon de voir qui est de converger, mais souvent quand on converge vers le plus fort. Là. Puis on va devoir apprendre à composer. Puis les frontières entre symbiotiques, de rupture ou interstitielles, les frontières sont floues. Les personnes qui circulent de l'une à l'autre, il y a besoin aussi d'avoir des mouvements qui assurent une fluidité de passage entre. Il y en a qui mènent des actions interstitielles, il y en a qui mènent des actions de rupture. Donc comment est-ce qu'on crée les zones de passage où les différentes personnes qui veulent travailler à ça peuvent voguer de l'une à l'autre? Et puis comment on apprend à composer. Ok, nous, on a tel intérêt commun dans un grand chapeau. Cet intérêt commun-là, on va le travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais on compose là-dessus autour de notre intérêt commun et ainsi de suite. Donc j'aime bien la sorte de composition de tactique qui va avec ce que tu dis. J'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est très éclairant. Il y a des mots qui ont du pouvoir, puis c'est pas la première fois que je t'entends parler de composition plutôt que converger. Puis je trouve ça très fort de le voir comme ça. Yves-Marie, une réaction... T'as déjà réagi déjà, j'ai mais envie un peu un de mot mettre de le plus. bordel quand même un peu, parce que là... Non, mais je crois... j'ai une citation que j'aime bien, là, qui est tirée d'un manifeste écologiste français, qui dit ceci: « La petite chanson de la transition est comme une berceuse qui entretient le doux espoir qu'il existe une voie du dialogue, de la coopération, où les citoyens et citoyennes marcheraient main dans la main avec les acteurs sociaux, entrepreneurs et élus pour changer la société. Mais il se pourrait aussi bien qu'elle serve à contenir les peuples dans un état d'impuissance et d'inaction. » Donc je pense qu'il faut assumer l'idée de conflit. Il y a conflit d'intérêt majeur. Et que donc... alors on peut... Le mot transition, je l'utilise parfois, d'un point de vue tactique, il est très bien, il ne fait pas peur aux bourgeois. Donc moi, j'utilise ce mot-là, je fais passer mes idées. Mais c'est ça, sa vertu fondamentale, c'est qu'il ne fait pas peur aux bourgeois. Personne ne peut être contre la transition. Le reste, il reste qu'il y a des bourgeois et il y a des prolétaires et qu'ils sont fondamentalement opposés l'un à l'autre et qu'on sortira de ce monde-là par le conflit. Il y a un moment où ça va péter. Ça va pas se faire gentiment. Voilà, alors, peut-être qu'il faut repousser ce moment-là le plus longtemps possible, au moment où on aura plus de force, on aura plus de courage. Oui, mais ce moment, il va arriver si on veut vraiment sortir des problèmes que j'ai posés tout à l'heure. Je vais continuer sur les stratégies dont vous avez parlé. Ces stratégies-là sont pas nouvelles. L'économie sociale, biorégion, les communs, la démocratie locale, c'est pas des nouvelles idées que vous apportez. C'est quoi les obstacles? Pourquoi ça se met pas en place? Est-ce que vous avez l'impression que ça avance ou en fait on stagne ou même on recule? Là? C'est quoi les obstacles que vous gardez nommés qui empêchent que ces stratégies-là avancent? Des obstacles, il y en a plein. Mais avant ça, moi, j'avais le goût d'aller vers aussi... pendant qu'on se dit, OK, ça va peut-être péter à un certain moment, il faut aussi préparer l'après. Puis c'est là que je pense que, là, je veux dire l'économie sociale au sens très large, là, mais il y en a plein des moments où on parlait de démocratie, on l'apprend la démocratie, puis c'est pas juste des beaux mots, puis c'est pas juste aller voter. C'est se chicaner avec du monde, c'est décider des affaires, c'est pas nécessairement être d'accord, c'est faire des compromis, c'est repartir chez nous frustrés des fois, c'est obligé de reparler avec ces personnes-là avec qui t'as pas été pas d'accord, c'est trouver des fois, c'est vivre avec de la frustration que tu trouves que ça va lentement, c'est que tu trouves quelqu'un gossant dans un comité, mais il faut que tu l'écoutes pareil. C'est tout ça de la démocratie, puis ça, on l'apprend en s'engageant, en le faisant, en s'impliquant actuellement, maintenant, aujourd'hui, dans n'importe quoi qu'on tripe, tu sais.
Puis c'est important de le faire, ça, en même temps. T'sais, on parlait de diversité aussi. C'est important de se former nous-mêmes dans le concret, puis dans le quotidien, puis dans notre vie bien ordinaire, parce que... oui, la démocratie, on l'apprend dans les mots, puis dans l'école, puis dans les textes, puis tout, mais on l'apprend surtout en la faisant, puis en te confrontant aux fois que ça va super bien, puis crème, on a vraiment réussi à arriver à quelque chose ensemble, ça a bien été, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a bien marché, puis des fois que ça va pas bien, puis ça fait chier, puis que tu t'es découragé, puis voyons, ça marche pas cette patente-là, pas la patente, mais... mais que tu as appris en faisant ça, fait que c'est comme si faut se faire un filet en dessous de ce potentiel moment-là où ça va péter pour être capable, justement, après ça, d'avoir développé des skills, d'avoir développé des compétences qui fait qu'on va être capable, puis qu'on est déjà capable de se tricoter ensemble au lieu de juste se rupturer. J'ai envie d'aller vers Yves-Marie. Biorégion, les communs, c'est des belles idées. Il y en a peu quand même des communs au Québec. Donc, c'est une bonne stratégie, mais pourquoi ça avance pas? C'est quoi les obstacles? Je sais pas répondre à ta question. Il y a ces trois composantes de la civilisation industrielle que sont le capitalisme qui fonctionne suffisamment bien aujourd'hui pour nous donner accès à des prix relativement dérisoires, à quantité de marchandises. C'est la grande force de ce système. Marx et Engels se disaient, c'est l'artillerie lourde du capitalisme. C'est pas l'artillerie, c'est les marchandises à bas prix. Et ça, c'est terrible. Donc, c'est effectivement, tant que le système est capable de générer ça, pas évident d'y faire obstacle. Les communs, peut-être Bertrand, qui a plus d'expérience que moi, l'expérience pratique pourra le confirmer, mais il me semble que les communs émergent là où justement le système ne fait pas la job, là où il n'y arrive pas en fait. Donc, mais tant qu'il fonctionne, c'est très difficile de faire émerger ces alternatives. Les technosciences, donc la puissance de ces techniques dont on dépend pour vivre aussi, et qui nous délivrent de tas de problèmes aussi. C'est-à-dire, ces machines qui sont partout dans nos vies aujourd'hui, elles ont cette force-là de nous délivrer de plein de trucs, plein d'efforts, et ça, c'est pas facile non plus d'envisager un retour au low-tech. C'est du boulot. En fait, là, pour moi, la post-croissance, telle que je l'envisage, et puis bon, je l'ai vécu avec mes parents qui étaient embarqués dans ce genre de choses, c'est du boulot. C'est du boulot. Et une partie de notre monde nous offre beaucoup de façons d'éviter ce boulot-là, donc pas simple non plus d'envisager la décroissance dans ce cas-là. L'État bureaucratique, l'État national, il dépend de la croissance. Ceux qui tiennent cet État sont les bourgeois, qui sont donc au sommet de cette société. Ils n'ont aucun intérêt, évidemment, à soutenir ce genre de transformation sociale. C'est un obstacle majeur aussi. Et puis, pour relancer le débat avec mes compères, je pense que l'autre menace, c'est les discours réformistes. La décroissance, quand on en fait l'histoire, c'est ce que je fais lire à mes étudiants, je leur fais lire des textes des années 60-70. Le meilleur de la pensée décroissanciste, il est formulé à cette époque-là. Et donc, en gros, toutes les idées étaient là. Donc, on peut se dire, mince, quand même, on n'a pas bougé. Pourquoi on n'a pas bougé? Notamment parce qu'il y a émergé un contre-discours qui s'appelle le développement durable à l'époque, et qui dit, oui, on a un problème sur le plan écologique, on a un problème sur le plan social, mais vous inquiétez pas, on va réussir à combiner des exigences sociales, économiques et écologiques, et tout va bien aller. En fait, une jolie berceuse qui a rassuré tout le monde, soutenue par les institutions dominantes, donc y compris les universités et autres, qui est venue éteindre en fait une critique. Donc d'où mon insistance quand même pour faire valoir la nécessité, au moins dans certains cercles, de faire entendre un discours qui lui n'est pas réformiste. Voilà. Point de vue Bertrand, donc multitude de nouveaux mouvements. C'est quoi les principaux obstacles que vous voyez de l'avant pour que ça puisse prendre une ampleur? On y est presque. Vraiment, je trouve que la situation actuelle est très favorable. Non, mais en fait, pour ne pas faire une litanie des obstacles externes auxquels on est confronté et donc mal terminer la soirée, j'ai juste pensé à quelques éléments d'obstacles qu'on rencontre nous-mêmes pour peut-être ceux où on peut avoir donc des leviers d'action. Puis j'en ai 5 que je fais vite parce que je voyais qu'il y avait des mains levées en plus. J'ai l'impression que les gens veulent poser des questions. Le premier, à la grande surprise d'Yves-Marie, accepter le conflit.
Je pense qu'on a vraiment un enjeu sur l'acceptation du conflit. Dès qu'on parle de politique, il va falloir qu'on accepte le conflit. Puis dans beaucoup de milieux, on a comme une... Je suis surpris à quel point on a tendance à imaginer que le conflit doit être en dehors de notre mode de pensée. Et en fait, je trouve ça très néolibéral, de nouveau, comme façon de voir les choses. C'est qu'on va individuellement changer magiquement, puis on va être une majorité, puis subitement, ça va aller mieux. Donc il y a un enjeu, je trouve, sur l'acceptation du conflit, qui est un obstacle qu'on rencontre, pas partout, mais à différents endroits. Je me questionne sur le cynisme. Pas tomber dedans, parce que c'est vraiment pas facile, mais en même temps, je trouve on en parlait juste avant d'arriver ici, il y a un pouvoir aussi à se rappeler que pour l'instant, on n'est pas en train de gagner, là. On gagne pas. On peut le dire dans le sens qu'on veut, mais une fois qu'on a dit ça peut être empouvoirant de se dire, ok, pourquoi peut-on accepter qu'on ne gagne pas? Dans beaucoup de milieux, on a l'impression d'essayer de ressortir le petit truc qui va quand même bien. Oui, il y a des trucs qui vont bien, mais on ne gagne pas, puis ça nous aiderait, je pense, de s'en rendre compte, et ça nous aiderait aussi, je pense, à ne pas s'enfoncer dans le cynisme. Le troisième point où je trouve qu'on aurait des choses à plus à faire, c'est réapprendre à s'organiser. On a dur à s'organiser à grande échelle, en masse. Le quatrième, c'est planifier sur la durée. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les néolibéraux arrivés au pouvoir, ils ont planifié sur une très longue durée. Puis nous, j'ai l'impression qu'à cause des contextes électoraux ou des projets d'innovation sociale qui durent tous 3 ans, on planifie sur 3 ans ou sur 4 ans, mais à un moment donné, il va falloir planifier sur une très longue durée. Puis un aussi dans nos obstacles, c'est de sortir de nos logiques organisationnelles et de la professionnalisation. On a vraiment un enjeu où j'ai l'impression qu'au fil des années, là, beaucoup de militants se sont professionnalisés, sont devenus pour des bonnes raisons. Mais on est beaucoup pris dans des logiques professionnelles et dans des logiques organisationnelles qui rendent difficile le maillage et les stratégies de changement. Donc, obstacle sur lequel on peut travailler, je pense vraiment, et qu'on travaille. On est beaucoup à travailler dessus. Merci. On en parlait un peu dans l'informel au début, de sortir du déni. Hein. Faut les nommer aussi, les obstacles, les choses qui vont mal, pas seulement dans les petits succès qu'ils ont, mais il faut nommer les choses. Et je vais terminer parce que vous avez des questions. Dernier tour de piste pour être dans le concret du Festival Décroissance. Les gens sont là. Des gestes concrets que les gens peuvent faire pour avancer dans la décroissance, collaborer au mouvement de la décroissance. Des suggestions. Je peux commencer? Certainement. Rapidement, je me sens mal avec cette question-là, de dire oui, donc j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se font déjà, que je connais personne, donc je sais pas, je suis sûr qu'il y a déjà plein de choses qui se font, vous pouvez vous parler entre vous et vous inspirer entre vous. Je sais pas quoi dire d'autre. Comme ça, je botte en touche pour les deux autres. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que moi aussi, j'ai lu la question, je suis comme, mais je suis qui pour dire au monde quoi faire? J'avais un côté de sentiment d'imposteur aussi. Cependant, je la donnerai pas aussi facile que toi. Je vais quand même faire des propositions. Première chose, c'est ce qu'on fait là, c'est-à-dire s'éduquer, réfléchir ensemble, essayer de se créer du lien, puis de se créer du vocabulaire, puis de se créer un imaginaire collectif, de décoloniser notre esprit du capitalisme, c'est ça qu'on est en train de faire. Bon, une chose. Des niaiseries, là, remarquer puis faire remarquer quand on voit des absurdités over-productiviste, juste le voir, puis le nommer, puis le dire. Faut un peu ramener ça dans notre quotidien. S'engager dans une initiative qui est porteuse de sens, s'engager dans un collectif, chacun de sortir d'ici puis rentrer sur le CA d'une organisation que vous trouvez qui est en train de changer un peu quelque chose à son échelle. Ça se fait pas tout seul, ces affaires-là. Ça se fait par du monde qui donne leur temps, qui donne leur énergie, qui donne leur cœur pour que ça fonctionne. Les belles affaires qu'on trouve extraordinaires, c'est tout du monde qui les font, puis ce monde-là, c'est vous autres, c'est nous autres. Apprendre à faire les choses nous autres mêmes, des conserves, apprendre à faire ce qu'on n'est plus capable de faire, là, mais l'apprendre ensemble, apprendre avec d'autres, prendre ces occasions-là de produire nous-mêmes pour nous-mêmes en collaboration avec d'autres. Initier, s'embarquer dans ce qu'on voit comme mouvement politique, multitude d'autres, qu'on voit quelque chose qui... Mais tout ça doit être nourri. Il y a des machines qui se mettent en branle, mais c'est nous autres, le fuel de ces machines-là. J'aime donc bien pas l'analogie que je viens de faire là. Mais, en fait, c'est juste, on a l'impression, moi j'ai l'impression souvent que c'est des grosses choses qui se passent puis qui me dépassent puis qui sont à l'extérieur de moi, mais en fait, non, tous ces mouvements-là, c'est des vraies personnes qui les font, puis
tout cas, peut-être là, je me dis ça à moi-même, il faut se rappeler nous sommes multitudes, j'aime beaucoup votre slogan, on est là-dedans, puis il faut l'être plus. Puis que j'ai nommé d'autres, c'est ça, puis après, ça dépend chacun, c'est quoi nos dadas, puis dans quoi on est bon, mais si vous êtes des personnes plus intellectuelles, plus avec les conceptuels, comprenez-les, les concepts, les outils économiques, sociopolitiques, ce vocabulaire-là, puis utilisons-le pour créer mouvement dans l'action, mais aussi dans la pensée. Fait que ce serait une espèce de petit melting pot. Prenez là-dedans s'il y a des choses qui vous font, puis si vous faites déjà tout ça, puis que vous avez full de meilleures idées que nous autres, c'est dans la partie discussion que ça s'en vient. Excellent, merci. Yves-Marie? Elle a tout dit. Elle a tout dit. dit, excellent. Votez pas pour la CAQ la prochaine fois. Enfin, j'imagine qu'il y a pas beaucoup de non. Ça me paraît un petit geste simple, donc élémentaire, mais c'est un bon point de départ déjà. Bon, mais voilà. Mais sinon, je suis assez d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure. On peut militer de multiples manières. On peut expérimenter de multiples manières. Et puis on peut essayer d'imaginer. On a aussi beaucoup besoin d'imagination créatrice, donc des artistes. On en a besoin aussi pour faire émerger ce monde post-croissance. Faut à la fois, moi je pense qu'il faut une radicalité, il faut vraiment se donner un horizon très, très radical, et en même temps il faut aussi se pardonner, d'être toujours en contradiction avec ce mode de vie, parce que ce mode de vie nous condamne à être constamment en contradiction avec nos valeurs. On est constamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, le mode de vie impérial, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire qu'on est obligé de constater que notre vie repose sur des saloperies. Donc, il est extrêmement difficile. Enfin, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Donc il faut accepter cette contradiction, mais justement justifier la volonté de transformation sociale comme manière de sortir de cette contradiction. Si on pouvait vivre en accord avec nos idées dans ce monde, pourquoi le changer ? C'est juste pas possible dans ce monde-là. Donc si on y tient vraiment à ces idées, il faut le transformer. Vivre avec nos paradoxes. Merci à nos trois panélistes. Je regarde là parce que deux de nos panélistes prennent le bus pour Montréal tout à l'heure. Donc, on a encore un peu de temps. Pour des questions, ce que je vais faire, mon micro va pas se rendre nécessairement. Donc, parlez fort, puis je vais essayer de la résumer au public. Donc, levez la main. Je vais faire un premier aperçu. Donc, j'en ai 4 ici. On va aller avec monsieur en premier. Oui. Alors, j'aimerais savoir de Yves-Marie, qu'est-ce que c'est qu'une marchandise? Et puis de Bertrand, qu'est-ce que c'est que la démarchandisation? Alors, qu'est-ce qu'une marchandise? Qu'est-ce que la démarchandisation? Dans le sens, évidemment, que ça va changer les choses, cette définition. Une marchandise, c'est un bien ou un service qui est produit pour accumuler de l'argent, fondamentalement. C'est ça la raison d'être de la marchandise. L'idée de la subsistance, l'idée de revenir aux besoins, comme tu le suggérais, c'est justement d'essayer de contourner ça, en fait, de produire des choses qui vont nous permettre de faire face aux nécessités de l'existence. Manger, se soigner, se vêtir. Mais sans, voilà, c'est ça. Alors c'est tout l'enjeu, c'est comment on fait ça, quoi. Et sachant qu'on a été dépossédé des moyens de production, on les a plus, ils sont concentrés entre des mains qui ne sont pas les nôtres. On a été dépossédé des savoirs aussi, on ne sait plus rien faire. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais rien faire, à part lire, parler, comme devant vous, je ne sais rien faire. Si le monde s'arrête demain, je suis foutu. Donc, j'ai aucun savoir, j'ai aucun moyen de production, et j'ai pas le temps. Parce que qu'est-ce que capture le capitalisme? C'est notre temps. Notre temps, l'énergie qu'on a à donner chaque jour, on le donne en fait à cette accumulation de capital. Donc c'est vraiment toute la difficulté, d'où l'intérêt des communs. Le commun, ces expérimentations, c'est une façon d'essayer de reprendre un peu ce contrôle et de sortir de la marchandise. Voilà. Et donc, c'est pas juste, hein, parce que c'est elle qui en a parlé en premier. Je ne veux pas dénoncer, mais c'est elle qui a dit le mot en premier. Mais, et donc, pour moi, à l'inverse, les stratégies de démarchandisation, c'est de revenir un peu en arrière sur, quelque part, le capitalisme de décennie en décennie, d'année en année, s'est introduit dans des sphères de nos vies de plus en plus, et à marchandiser la réponse à des besoins de plus en plus, puis démarchandiser, c'est de revenir en arrière là-dessus. Comme, de nouveau, le cas du logement, où on sort des logements du marché, et on sort de logique d'accumulation et les besoins vont être remplis par
le marché et par l'accumulation et par... Donc c'est de revenir en arrière. Puis ce qui était vrai pour là je rediscute tantôt, si on l'a fait pour le logement, peut-on le faire pour une série d'autres besoins fondamentaux et sortir de cette façon de remplir nos besoins uniquement par des mécanismes de marché? Excellent, merci. Je pense que ça répond. Tu avais une question aussi? Oui, on va utiliser le micro. On va essayer d'amener le micro dans la salle. C'était juste pour rebondir sur ce que Myriam disait, là, de s'impliquer dans un CA. J'en profite. Je coordonne un organisme communautaire famille. C'est un beau lieu de socialisation, d'entraide, de transformation sociale. Et on cherche des gens sur le CA. Donc, si jamais il y a des gens qui ont eu tout à coup cette urgence-là de s'impliquer, je présume que dans l'assistance, les gens sont déjà bien impliqués. Mais en tout cas, si jamais vous avez 1 heure par mois, quelque chose comme ça, venez me voir. Je m'appelle Flora. Merci. Parfait, merci. Laurent, on ne faut pas mettre le micro dans la salle parce qu'on est devant les speakers, ça cause problème. Il y avait une question ici? Oui. Une question, j'aimerais ça revenir à la dichotomie entre transition socio-écologique et décroissance. Je sais, ça fait mal. Mais parce que j'ai une lecture qui est un petit peu différente ayant travaillé aussi dans le milieu de la transition socio-écologique à Montréal. Puis fondamentalement, sur le plan sémantique, je suis d'accord sur ce qui est dit, mais sur le fond de la pratique, la réalité elle est bien différente. C'est-à-dire qu'à Montréal, les gens qui sont associés au mouvement de la transition socio-écologique et qui la font, ils sont dans cette position de combat et de lutte. Et ils font un travail dans lequel on voit une cohérence d'ensemble dans le plan de la vision de ce que c'est de la transition. Donc c'est pas si ambigu que ça, d'autant plus qu'il y a une définition de la transition socio-écologique qui est donnée par le TIES, qui est publiée et que je consulte tout le temps sur En commun, dans lequel on voit explicitement différents points qui permettent d'articuler la vision sur décroissonniste, entre autres. Puis après ça, juste pour l'anecdote, j'étais là à la grande rencontre de la Maison de l'innovation sociale l'année dernière. Si je me souviens bien, ton panel terminait avec un autre des panélistes qui disait « Moi, je vais prôner une décroissance soutenable, non, une décroissance durable. » Donc, il y avait quand même... Comme quoi, le message était passé, mais quand même, c'était une réappropriation, puis on entend dit CA, de HEC. Donc HEC peut mettre la main sur à peu près n'importe quoi, puis le transformer. Je vais essayer de vous résumer pour que les gens vous puissiez suivre au fond. Alors, c'est revenir sur les termes de transition socio-écologique et de décroissance, disant que monsieur est dans le mouvement de transition socio-écologique à Montréal et qui utilise une définition qui est très associée à la décroissance et que même, c'est dans certaines conférences que pu assister, la décroissance a pu être reprise par des milieux de grandes entreprises en utilisant le terme décroissance durable. Donc, on peut jouer avec les mots d'un côté ou de l'autre. Donc, la question, je pourrais être Yves-Marie, une réaction? Ou tout le monde? OK, parfait. Non, mais justement, ce qui, à mon avis, contredit quand même ta position, c'est le fait qu'à HEC, on défend la transition socio-écologique et que ça n'a rien à voir avec ce que défendrait Bertrand. Donc, c'est un mot qui aujourd'hui est rentré dans la stratégie de l'école. Et il n'y a aucune remise en question du capitalisme, mais zéro remise en question du capitalisme sous cette appellation. Donc c'est vraiment une façon de désigner quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que veut désigner Bertrand. Donc pour moi, les termes sont importants pour ça, sont vraiment clés pour clarifier le débat. En fait. Est-ce qu'on peut se réapproprier le terme décroissance? C'est ce qui est dit, là. Et puis, il y a des tentatives, mais elles sont quand même laborieuses, elles sont pas très réussies quand même pour l'instant. C'est quand même vraiment pas. Enfin, il y en a. On voit dans des revues de gestion des essais, mais c'est quand même pas très. Ça marche pas, ça pogne pas bien quand même. C'est quand même un mot, c'est sa vertu ce mot, c'est un mot négatif. Il vient heurter l'imaginaire dominant, l'imaginaire progressiste. Et donc c'est très difficile. Alors que le développement durable, évidemment, promettre le développement durable à une entreprise privée, bah oui, c'est ce qu'elle veut, se développer durablement. Donc même si et la transition, c'est pareil, on va juste transitionner, on va changer d'activité et puis mais on va continuer dans la même dynamique. Décroissance, là, on est quand même en train de formuler quelque chose qui vient heurter vraiment la dynamique fondamentale de ce monde-là, il me semble. Mais donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on donne le pouvoir à HEC de décider si on utilise un mot ou pas? Mais ils ont beaucoup plus de pouvoir que toi. Je ne sais pas, parce que je reprends ce qui a été dit ici, le terme transition socio-écologique à Montréal
des dizaines et des dizaines d'entreprises l'utilisent d'une façon qui est proche de celle que je décris là, définition du tiers, définition de Solon, définition de transition en commun, alliance avec la ville, avec des centres, qui va beaucoup plus proche de ça. Puis, si on regarde, puis c'est un terme qui est en train de se définir aussi. Puis si à un moment donné on se dit, est-ce que HEC va leur utiliser, c'est HEC qui va décider, faut voir. Le terme d'économie sociale, à un moment donné aussi, il ne représentait pas non plus quelque chose. Puis il y a 30 ans, l'économie sociale a été institutionnalisée, a été inscrite dans la loi, ça veut dire quelque chose de très précis. Puis aujourd'hui, on est content de pouvoir se baser, alors oui, elle a des limites l'économie sociale, mais on est content de pouvoir se baser sur ce pilier qu'est l'économie sociale pour envisager des projets comme la décroissance ou la transition socio-écologique. Mais il fut un temps, l'économie sociale, la signification associée à ces termes-là était très variable. Donc bon, la question des termes, elle évolue aussi au fil du temps, puis le terme de transition socio-écologique est en train de se définir. Après, de nouveau, comme je disais tantôt, c'est plein de termes qui forment des tactiques, qui doivent surtout nous amener à l'action et à combiner des tactiques plutôt qu'à essayer d'en choisir un contre l'autre. Ça répond? Oui. J'avais deux... Oh, il y a plusieurs autres mains là. En avant, j'en avais vu d'autres. On va y aller avec personne ici. Oui, essaie de parler fort. C'est moi? Oui, exact. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait une thématique auquel que vous vous joignez tous un peu, c'est l'espèce de croyance en les valeurs démocratiques, la démocratie. Moi, sérieusement, j'ai de la misère à bien savoir sur quoi s'est fondé tout cela, parce que pour avoir analysé un peu l'histoire de la démocratie, tous les moments dans l'histoire où elle a existé, c'est venu avec de l'oppression, c'est venu avec les femmes domestiquées à la maison, c'est venu avec une institutionnalisation de la pédophilie. C'est avec tellement de problèmes, c'est la création de la police, c'est la création de la prostitution. Puis c'est aussi le moment où il y a une espèce de séparation entre les mots et les choses. Puis c'est comme là, mettons, ça fait combien de temps qu'on fait juste parler de concepts? Qu'est-ce qu'on apprend? Où est-ce qu'on va quand on est dans les concepts? Tel concept, ça veut dire ci, ça veut dire ça, mais on n'avance pas ensemble parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est parler des choses. Donc moi, ce que je me demande, c'est sur quoi repose un peu vos croyances en la démocratie, en quoi que finalement ça peut nous aider, sachant d'ailleurs que c'est à travers l'aspect démocratique que la colonisation s'est entamée, le patriarcat, etc. Donc est-ce qu'on ne fait pas non plus un peu juste reconduire le monde dans lequel on est à travers ses concepts, à travers sa forme même? Alors, reprendre rapidement, définir votre croyance de la démocratie, les valeurs démocratiques. Alors, pouvez-vous le définir un peu mieux? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben, Puis par rapport à tout ce que ça peut amener de négatif. je vais prendre un premier 30 secondes. Je serais vraiment intéressée à ce qu'on jase plus de ça parce que je me demande à quel point c'est la causation ou corrélation. Là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être d'autres causes aussi à ces aspects-là dont tu parles. Notamment, c'est que le capitalisme s'est aussi approprié la notion de démocratie et essaie beaucoup. On associe de nos jours beaucoup capitalisme et démocratie comme si la liberté et la démocratie étaient comme si le capitalisme était la condition de possibilité de la démocratie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dénouer pour pouvoir avoir cette réflexion-là qu'on ne pourra pas avoir malheureusement en 30 secondes. Puis, l'autre aspect, c'est si on n'essaye pas de prendre des décisions ensemble, ça veut dire qu'il y a nécessairement un petit nombre qui prend les décisions au nom des autres. Et je vois pas comment ça peut ne pas mener à de l'oppression. Fait que... J'aurais envie de parler de la sociocratie, c'est-à-dire chaque voix compte, partager le pouvoir. Il y a d'autres manières, c'est-à-dire des cercles de décision par consentement. On consent au lieu de voter. Donc c'est quand même... Complètement. On la connaît pas beaucoup, la sociocratie, fait que moi, je la vois vraiment comme une alternative avec autre chose. Peut-être pas tout seul, mais... On me dit en arrière. D'accord. Pour moi, c'est un raffinement de la démocratie, mais là, on serait peut-être encore aussi dans du gossage de mots. Là. C'est ça. Fait que faisons plutôt que dire. Juste dire la personne, parce que les gens en arrière me disent « On n'entend pas ». Donc, juste la personne a rajouté par rapport à la sociocratie. Est-ce qu'on peut parler un peu de sociocratie, le ramener par rapport à la démocratie? Sociétés plus modernes et qui ont été surtout dans la colonisation et l'impérialisation, pourquoi ne pas tout simplement s'inspirer
et reconnecter encore plus avec les racines de ce peuple-ci, dans ce territoire-ci, c'est-à-dire les communautés autochtones qui se géraient elles-mêmes avec la sociocratie. En arrière d'intervention, c'est quoi? Karen? Oui, je t'écoute. Oui, je vais le redire plus fort. Je vais le nommer le reste de la programmation de la semaine. Je veux dire qu'il y a une nouvelle activité dans le Festival de croissance. Vendredi, 16h30 à 18h, un atelier sur la sociocratie, justement, qui va se passer ici même, gratuitement. Est-ce qu'on vient à des interventions? Pour vous. Sur la démocratie. Je trouve c'est intéressant cette histoire de sociocratie. En fait, on est obligé d'inventer ces trucs-là parce que le mot de démocratie a été tellement dévoyé en fait que si on tient à l'idéal démocratique, qui est un idéal très simple, c'est finalement l'idéal de se gouverner nous-mêmes, en fait, de décider nous-mêmes comment nous voulons vivre, de nous donner à nous-mêmes nos propres lois. C'est ça la démocratie. Malheureusement, notamment, je suis désolé, je suis prof, donc je vous renvoie au bouquin de Francis Dupuy-Derry, Démocratie, histoire politique d'un mot, qui montre bien comment ce mot a été complètement dévoyé dans nos sociétés. On a commencé à appeler démocratie, ce qui en fait, sur le plan technique, est des aristocraties électives. Hein, on élit des députés. L'élection, c'est un processus aristocratique. On n'élit pas les pires, on élit les meilleurs pour se faire élire, malheureusement. Enfin, ça, c'est un des problèmes. Mais en tout cas, donc techniquement, on est dans des aristocraties électives. Donc, on n'est absolument pas dans des démocraties. Et en fait, pratiquement, on est dans des oligarchies. Donc, c'est-à-dire le pouvoir qui est exercé par une petite clique pour son propre intérêt. Rien à voir avec l'idéal démocratique. Pour moi, cet idéal, il reste un idéal, il reste une promesse, il reste un horizon qui est essentiel. Donc, alors, on est obligé d'aller aujourd'hui inventer sociocratie, tout ça, parce qu'on tient à cet idéal. Mais retrouvons le mot. Le mot est très simple et redonnons-lui tout son sens. Et il est pour moi absolument essentiel. Qu'ensuite, elle n'ait jamais existé vraiment, la démocratie, je suis entièrement d'accord avec toi. Les Grecs, effectivement, non. Mais par contre, il est temps aussi que les Occidentaux, comme tu suggérais, découvrent que les Premières Nations, à bien des égards, ont pratiqué des formes de démocratie beaucoup plus avancées que ce qu'on a pratiqué en Occident. Mais bon, mais pour moi, c'est surtout un horizon. C'est vraiment quelque chose qu'on doit se donner comme promesse à atteindre. Et ça ne sera jamais fait. Il y aura toujours des humains pour essayer de capter le pouvoir. Évidemment, ça ne sera jamais fini. C'est une lutte, mais la démocratie donne une direction. Je pourrais pas dire beaucoup mieux. On a pris le temps de définir transition socio-écologique et décroissance, mais on n'a pas pris le temps de définir ce qu'on voulait dire par démocratie. Puis le message ici, je crois que c'était, en fait, avec l'exemple que tu donnes de la sociocratie, je pense c'est ça en fait, c'est on parle pas de la démocratie libérale telle qu'on l'a conçue. On va voter une fois tous les 4 ans, puis on se fait consulter une fois de temps en temps. C'est démocratie au sens de comment on prend des décisions ensemble, comment on s'informe, comment on délibère et comment on décide ensemble. Et puis ça recouvre tout un champ collectif qui n'est pas uniquement la question du vote. Puis c'est la convention qu'on a nommée avec Yves-Marie tantôt, la convention citoyenne, où vous prenez l'exemple en France, c'est du tirage au sort. C'est encore autre chose. Donc c'est quoi toute la série de mécanismes démocratiques qu'on a à notre disposition pour mieux prendre des décisions ensemble. Donc mon point n'était pas de démocratie au sens poussons notre démocratie, notre vote et notre consultation. C'est l'ensemble de ce qui nous donne une capacité de décider ensemble. Il est présentement 9h10. Est-ce que vous avez encore le temps pour une ou deux questions pour ne pas manquer votre bus? Combien de temps on met Prenez un taxi, vous êtes correct. C'est 20 minutes à pied, non? Une dernière question. Oui. Parfait, debout. Facile à faire, facile à manger, puis facile à dégueuler sur des tiroirs, des comptoirs de boss. Non, mais c'est de même, mais
OK, je vais le répéter, je vais le résumer. Donc, pourquoi on ne parle pas de ces thèmes-là de ce soir dans les grands médias? Mais peut-être que vous avez des invitations, vous acceptez, refusez. Est-ce que ça arrive des fois? Donc, point de vue des grands médias, est-ce que vous êtes boudé ou vous en parlez? Non, il y a quand même de plus en plus, c'est une idée qui gagne du terrain, la décroissance. Pas tellement parce qu'on est très bon pour la défendre, mais parce que les sociétés de croissance fonctionnent quand même de plus en plus mal. Et donc il y a de plus en plus d'humains qui disent on a un problème avec ces sociétés. Donc les médias se font quand même un peu les échos, de manière très marginale, mais quand même un petit peu. Le gros problème aujourd'hui, c'est que face à ces difficultés des sociétés de croissance, oui, il y a l'idée de décroissance qui monte un peu, mais il y a aussi une autre façon de réagir à ces problèmes, c'est l'extrême droite, en fait, qui est une autre réaction, mais à la même réalité, c'est-à-dire au fait que ces sociétés, aujourd'hui, ont de plus en plus de mal à finalement garantir à leurs membres des conditions de vie à peu près acceptables, qu'elles génèrent énormément de craintes. Et là, aujourd'hui, c'est le discours d'extrême droite qui a le dessus. Et honnêtement, je ne sais pas toi comment tu vois ça, Bertrand, mais je pense que c'est une des grosses difficultés qu'on a. C'est comment faire entendre ce genre de position qu'on défend là devant vous, mais qui est relativement convaincu, j'imagine, dans le contexte actuel, vraiment pas simple du tout. Vas-y, puisqu'on t'interpelle. Non? Moi, je peux. Oui. Pourquoi c'est moins présent? Parce que c'est moins divertissant, je pense. C'est moins facile comme réponse que de dire c'est de la faute aux immigrants ou autre réponse facile. Ça implique de se regarder nous-mêmes puis des fois de dire il faudrait peut-être que je sacrifie tel ou tel de mes conforts ou de mes privilèges. Là. J'utilise ce mot-là à dessein. Mais, et parce que c'est pas divertissant. Puis là arrive mon point peut-être plus constructif ou positif. Moi, je pense beaucoup qu'on a besoin aussi d'histoire, de récits, d'art. J'ai parlé un peu d'un imaginaire collectif tantôt. Oui, il y a les actions, oui, il y a les concepts, puis il y a l'intellectuel, mais il y a les histoires qu'on se raconte autour d'un feu. Mais s'il y a parmi vous des artistes, des créatifs, des designers de jeux vidéo, n'importe quoi où on utilise l'artistique puis le côté, l'amateur de récit en l'humain, go! Il faut aussi utiliser la chanson, la poésie, la créativité, tout ça pour se parler entre nous d'autres manières que celles de la militance, puis de l'action, puis de l'intellectualisme, puis des profs, tu sais. On a vraiment besoin de ça aussi, puis ça va finir par passer à la radio quand on va avoir une bonne toune rock qui parle de décroissance. Il y avait justement une toune à vous proposer. Non, je suis d'accord, je voulais juste compléter avec un point. Je refais un lien avec l'histoire de la démarchandisation de tantôt, parce qu'un des enjeux, c'est la marchandisation des médias aussi, puis ça ne fait que s'empirer. Les médias doivent vendre du contenu. Puis vous vous souvenez de la phrase je sais pas si je pense que c'était un propriétaire, un gestionnaire d'une chaîne de télévision, je pense que c'était française, qui disait que dans le fond, son métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. C'est une phrase qui a quand même pas mal marqué les esprits, ça date d'il y a 20 ans, ça n'a fait qu'empirer depuis. Aujourd'hui, médias sociaux, c'est encore une autre façon de marchandiser l'accès à l'information. Puis, pour répondre à la question, moi je pense qu'il y a quand même un des enjeux, c'est celui-là, c'est que si on parle de démarchandiser des secteurs, peut-être qu'on devrait réfléchir d'abord à démarchandiser le secteur des médias, si on veut que des voix dissidentes se fassent entendre. Merci. Merci beaucoup à vous trois. C'était une super soirée. Ça débute le festival en force. Oui. Alors, je vous fais un petit suivi de la programmation de la semaine pour mettre des choses à l'horaire. Donc, tout se passer lundi à vendredi, ici même, dans la salle. Donc, demain soir, toujours c'est à 19h, tous les soirs. Panel de discussion demain sur la sobriété numérique. On va parler des GAFAM, entre autres, et des alternatives. Mercredi soir, panel de discussion sur l'aménagement du territoire dans le contexte de la décroissance. Jeudi soir, conférence de Bruno de Tonk, notre avenir énergétique en toute sobriété. Donc, on va parler de transition énergétique. Et vendredi soir, donc plusieurs activités. Atelier sur la sociocratie, 16h30 à 18h.
ici. Ensuite, on commence un panel sur trouver du sens au travail de 19h à 20h30, suivi d'un spectacle de Sardra Contour à 21h. On fait ça en festivité, en musique. Donc ça, c'est pour toutes les activités qui sont ici au Centre Jacques-Cartier. Et samedi, on va être à la coopérative La Patente dans Limoilou, où là, ça va se passer de 10h à 16h, là, panoplie d'activités. C'est très familial, accessible. Il va y avoir une grande donnerie. Ça va être des choses, des vêtements, souliers, autres à donner. Vous apportez ça au Centre Jacques-Cartier durant la semaine. Puis on va tout amener ça samedi. Donc, plein de choses qui vont être à donner. Il va y avoir un spectacle de marionnettes, un vélo smoothie, une conférence sur le compostage, des ateliers de bains de forêt. On va aller marcher sur le bord de la rivière Saint-Charles. Il va y avoir de la sérigraphie. Apportez votre T-shirt. On va avoir des escargots sur nos T-shirts. Atelier de fermentation, des réparations de vélos, d'un dîner communautaire, plein de kiosques d'organismes communautaires, d'initiatives en décroissance, une porte ouverte à la patente pour tout connaître les services. Tout ce qui est possible de faire à la patente, un atelier sur l'éco-psychologie, donc accueillir nos éco-émotions et les transformer en action. Et ça a lieu beau temps, mauvais temps, donc 10h à 16h à la patente ce samedi. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Je souligne également que tous les soirs, la gang de Nourrir Ensemble vont être là. Donc, il y avait de la bouffe ce soir. Donc, quand vous arrivez avant, vers 18h, vous pouvez manger, voir de la bouffe. Et le bar aussi va être ouvert tous les soirs.